C'est une photo de ma mère et moi sur le canapé quand j'étais toute petite. Regardez comme elle est heureuse. Ma mère a toujours été mon héroïne. Je voulais lui ressembler, être comme elle. À cet âge-là, j'avais envie d'être avec elle 24 heures sur 24. Je l'ai admirée toute ma vie. Quand j'avais 5 ans, ma mère avait déjà divorcé 2 fois et avait 3 enfants. Je sais que c'était dur car elle était très jeune, mais déjà petite fille, elle savait qu'elle était faite pour être maman. Ma mère a rencontré Rick en 2002. Ils passaient des moments très romantiques ensemble et elle rentrait avec un sourire radieux et des fleurs. C'était adorable et c'est pour ça que je me suis attachée à lui aussi vite quand j'ai vu comment il la traitait. Ils ne se sont mariés qu'après plusieurs années de relation. À ce moment-là, c'était bien trop tôt pour imaginer que cet homme doux et charmant nous ferait vivre à tous un enfer. Au début, tout avait l'air normal et merveilleux. Mais après avoir emménagé avec nous, Rick a commencé à se montrer strict avec mes frères. Au lieu d'avoir une réaction mesurée, il réagissait toujours de façon exagérée à des choses insignifiantes. Mon petit frère apprenait à être propre et Rick était très dur avec lui. S'il ne faisait pas sur le pot, mais dans sa couche, Rick lui disait qu'il était paresseux et bon à rien. Je me souviens d'un jour où mon frère avait eu un petit accident. Il avait peur de le dire à Rick. Mais Rick a senti qu'il avait fait dans sa couche. Il a dit « Très bien, viens dans le jardin ». Il l'a pris par le bras et l'a traîné dehors. Mon frère était terrorisé. Rick lui a dit de baisser son slip et il a réglé le tuyau d'arrosage sur le jet le plus fort pour avoir beaucoup de pression et il l'a lavé. Mon frère le suppliait d'arrêter. « S'il te plaît, Rick, c'est froid, ça fait mal, c'est tellement froid, je suis gelée. » Et il sanglotait. C'était l'hiver, alors c'était une expérience traumatisante. Je me souviens que Rick souriait et n'arrêtait pas de rire. Il trouvait ça amusant de voir mes frères souffrir. Après cet incident, j'ai vu que mon frère tremblait comme une feuille. Il était terrorisé. Il a dit « S'il te plaît, ne dis pas à papa que j'ai eu un accident. Je ne veux pas qu'il sache. » Quand je voyais ce qu'enduraient mes frères, je voulais faire quelque chose pour les protéger, mais je ne savais pas quoi car j'étais encore petite. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à surveiller Rick de près. Les repas que Rick nous servait tout le temps, c'était des hamburgers et des hot dogs. Les hot dogs, on en mangeait pendant des mois, tous les soirs, et parfois même au déjeuner, parce que c'était ce qui lui coûtait le moins cher. Et même quand on avait de l'argent, il le dépensait pour s'acheter ce qu'il voulait manger. Il se préparait un steak et des pommes de terre, et les dégustait bruyamment pour nous montrer à quel point c'était bon. Un soir, comme toujours, on avait des hot dogs. Rien que l'odeur me donnait envie de vomir. Je n'arrivais même pas à manger. J'ai supplié Rick de ne pas me forcer. Je peux pas manger ça.
Tu n'iras nulle part avant d'avoir fini ton assiette. Il a dit que je ne quitterai pas la table avant d'avoir tout mangé. Alors j'ai mordu dedans et ça m'a fait vomir. Rick a pété les plombs. Il m'a jeté du sopalin et m'a dit de nettoyer. Et frotte bien. Il m'a dit que je finirais mon dîner même si je devais rester là toute la nuit. Tout le monde est allé se coucher. Je suis restée devant mon hot dog pendant des heures, à le regarder. Il était très tard et j'ai fini par me dire que si je me forçais, je pourrais aller me coucher. J'ai essayé de prendre une autre bouchée et j'ai encore vomi. J'étais tellement fatiguée que j'ai fini par m'endormir à côté de mon assiette. Pour Rick, c'était un jeu de pouvoir. C'était le début de son comportement imprévisible. Après ça, il allait passer son temps à nous torturer. On ne pouvait pas imaginer que ça empire. Dans une des maisons où on a emménagé, quand on est arrivé, il y avait encore une petite chienne. Mes frères et moi étions fous de joie et on a supplié Rick de nous laisser la garder. Même ma mère l'a supplié. Il a fini par céder et on l'a gardée. Un jour, Rick était sur son ordinateur dans la même pièce que nous. On jouait tous avec la chienne quand mon plus jeune frère est tombé et a atterri sur son dos. Elle a poussé un petit grognement et dès que Rick a entendu ce bruit, il s'est levé et il a dit qu'elle avait voulu mordre mon frère. Elle a voulu te mordre? J'avais tout vu et j'ai dit non. Elle a eu peur quand il est tombé. Mais Rick a continué sur sa lancée en disant qu'elle avait voulu mordre mon frère. Et il a dit que la seule solution était de l'euthanasier nous-mêmes. Quand Rick a dit ça, ça m'a tout de suite fait de la peine. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais soudain, j'ai compris qu'il voulait la tuer. On a tous commencé à hurler. Ma mère est descendue quand elle nous a entendus hurler de toutes nos forces. Elle a expliqué à Rick qu'on n'avait pas besoin de la tuer. À ce stade, ma mère et nous étions dans tous nos états. Rick, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas besoin de faire ça! Rick nous a tous fait sortir dans le jardin. Il a dit à ma mère de nous forcer à regarder, de ne pas nous laisser tourner la tête. Je savais que quelque chose de terrible allait arriver. J'ai vu Rick traîner notre chienne, son fusil de chasse à la main. Il l'a clouée au sol, a appuyé le canon sur sa tête et il a tiré. J'étais horrifiée. Je me souviens qu'il m'a regardé dans les yeux. Il avait presque l'air de sourire, comme s'il était fier de lui. Encore aujourd'hui, je suis persuadée qu'il voulait nous montrer de quoi il était capable. La douleur est encore très présente quand je repense à cette histoire. En la racontant, j'ai l'impression de la revivre, de revoir Rick m'enlever quelque chose que j'aimais. Ça m'a anéantie et mise en colère. Et ça m'a brisé le cœur. Je suis désolée. Quand je repense à tout ce qu'il a fait, je me dis que c'était pour nous impressionner, pour prouver le pouvoir qu'il avait sur tout le monde. C'était un jeu pour lui. Je ne pensais pas qu'il me restait des larmes.
C'est un témoignage que ma mère a écrit. Je pense qu'elle a fait ça en guise de police d'assurance. Si jamais il lui arrivait quelque chose, ou si elle parvenait à s'échapper et devait fournir la preuve des années de violence qu'elle avait endurées. Il m'a enfermée dehors. Il a jeté mon téléphone à travers la pièce quand j'ai essayé d'appeler au secours pendant une dispute. Il m'a poussée dans la chambre des enfants et m'a plaqué le visage sur le lit de ma fille. Puis il a commencé à me dire tout ce qu'il pourrait me faire et je ne pouvais pas bouger. Il m'a prise par la queue de cheval quand j'ai essayé de me retourner et il a fait semblant de me donner un coup de poing en s'arrêtant à 1 centimètre de mon nez. Je me suis mise à pleurer et il a éclaté de rire. Il trouvait amusant de me terroriser. Et il m'a dit de ne jamais lui reparler sur ce ton. Je savais que Rick manipulait ma mère émotionnellement. Mais je n'avais pas conscience qu'elle endurait ce genre de violence physique. Sa tactique, c'était la peur. Et ça montre qu'il était, je ne veux pas dire un homme, mais plutôt un démon qui prenait du plaisir à voir quelqu'un avoir peur de lui et souffrir. Mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Quand Rick rentrait du travail, il voulait qu'on soit tous déjà au lit en train de dormir. Et si ce n'était pas le cas, c'était catastrophique. Un soir, on jouait tous dans le salon et on s'amusait bien. C'était chouette. Soudain, ma mère a reçu un coup de fil. Allô? Quand elle a raccroché, elle semblait très nerveuse. Elle nous a dit de nous mettre en pyjama et d'aller nous coucher. Quoi qu'il se passe, n'ouvre pas la porte. Elle a dit « ferme la porte à clé et n'ouvre sous aucun prétexte ». D'accord? J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en grand. Et immédiatement, Rick s'est mis à jurer et à déblatérer. Ma mère lui a répondu que ce qu'il disait n'avait pas de sens, qu'on était couchés. J'ai commencé à avoir très peur qu'il défonce la porte. Et soudain, c'était comme s'il l'empoignait et la traînait dans leur chambre. J'ai entendu des objets voler. Je me souviens que ma mère pleurait et il y avait tous ces bruits étouffés. Je suis restée là à écouter. Je me suis dit qu'il lui faisait du mal et que je devais l'aider. Mais je ne pouvais pas sortir. Sinon, il s'en prendrait à moi. Je me suis sentie très coupable. Je voulais à tout prix aider ma mère car j'entendais qu'elle souffrait, mais je ne pouvais pas. Ça m'a pris du temps, mais je sais aujourd'hui que je n'aurais rien pu faire. Je sais que je n'étais qu'une enfant. Je voulais tellement l'aider. Ma mère me protégeait et je devais la protéger. Mais je n'étais pas assez forte. Je sais que ça ne marche pas comme ça. Mais c'est ce que je ressentais. Le lendemain, quand j'ai vu ma mère, elle avait les cheveux détachés sur les épaules. Elle baissait les yeux, comme si elle avait honte de quelque chose. Je lui ai demandé si tout allait bien et elle m'a répondu oui. Ses lèvres tremblaient. Elle avait l'air au bord des larmes. Elle ne pouvait pas soutenir mon regard. Elle n'arrêtait pas de baisser les yeux, accablée par la honte et la souffrance. J'ai vu une grosse marque violette.
et une autre grosse marque violette juste là. J'ai compris qu'il avait essayé de l'étrangler. J'ai découvert beaucoup plus tard que c'était des traces de morsures qu'il lui avait faites pendant qu'il la violait. Elles étaient si profondes qu'elles étaient bleu foncé. J'avais peur pour sa vie. J'étais terrorisée par ce dont il était capable. À l'époque, je ne comprenais pas comment il pouvait avoir autant d'ascendant sur ma mère. Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'il l'avait menacée de lui enlever ses enfants et de lui faire du mal. C'est pour ça qu'elle ne lui résistait pas. Ma mère avait prévu de quitter Rick. Alors un jour, elle a attendu qu'il parte au travail et elle a commencé à rassembler toutes nos affaires. Je l'ai aidée à mettre le plus de choses possible dans des grands sacs. Ma mère devait se réfugier chez ma grand-mère avec mes frères. Elle était tellement inquiète pour ma sécurité qu'elle a contacté mon père et qu'ils se sont mis d'accord pour que je reste avec lui le temps qu'elle trouve une solution. Quand je suis partie, j'étais dans tous mes états. Je voulais qu'elle soit libérée de son emprise. Je ne voulais pas aller chez mon père et être séparée d'eux pendant que Rick essaierait de la manipuler pour la récupérer. Rick nous a tout pris. Quand j'habitais chez mon père, ma mère et mes frères me manquaient beaucoup. Mais j'étais pleine d'espoir parce que je savais qu'elle en avait aussi. Elle voulait trouver un travail et un logement pour elle et mes frères. Elle voulait recommencer à zéro, ne plus entendre parler de lui. À ce moment-là, elle pensait qu'elle était libérée et qu'elle n'aurait jamais à le revoir. 2 ans après être partie vivre chez mon père, j'ai enfin eu le droit de revenir pour un été chez ma mère. Comme tu as grandi. J'ai revu ma mère et c'était le plus beau jour de ma vie. Enfin, je la revoyais. Je me suis précipitée dans ses bras et la première chose que j'ai vue, c'est qu'elle portait son alliance. Pourquoi tu la portes? Je lui ai demandé ce que cette bague faisait à son doigt. Elle m'a dit « Comment ça? Tu l'avais laissé sur le bar quand tu as quitté Rick. Il est revenu, c'est ça ?» Elle m'a répondu que c'était plus compliqué que ça et qu'elle allait m'expliquer. Maman! Elle m'a dit « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je voudrais tellement que tu comprennes. » J'étais sous le choc. J'étais en colère aussi, car j'avais été privée de ma mère et de mes frères pendant 2 ans pour lui permettre de s'éloigner de lui. Elle m'a dit qu'il était revenu la chercher et lui avait fait des promesses et qu'ils allaient recommencer à zéro. J'ai dit « Comment ça ? Regarde tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as traversé. Tu viens de t'enfuir, pourquoi tu retournes avec lui ?» Je voyais bien qu'elle ne me disait pas toute la vérité, qu'elle ne voulait pas. À ce moment-là, Rick est arrivé. J'ai essayé de ne pas vomir. J'étais très nerveuse et bouleversée qu'il soit revenu, car je savais que rien ne changerait. Il ne m'a pas parlé, il m'a ignorée. Je n'arrêtais pas de me dire, celui qui m'a empêché de voir ma mère tout ce temps est là. Il vit ici comme s'il le méritait et me traite comme une moins que rien, même si je n'ai rien fait de mal. Mais je l'avais trahi, car j'avais fait tout ce que je pouvais pour aider ma mère à partir. Et je pensais vraiment que ça allait marcher. J'étais déçue, car j'avais l'impression de l'avoir abandonnée. Et j'avais l'impression qu'on aurait pu faire encore plus pour empêcher Rick de revenir. Au bout d'1 semaine,
Je tentais d'accepter la situation et d'éviter Rick le plus possible. Il m'évitait aussi, alors j'ai pensé que c'était une coïncidence quand on s'est retrouvés seuls dans la même pièce. Il faut qu'on parle. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Maintenant que je suis enfin seule avec toi, je dois te dire quelque chose. » Je tremblais car je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait me dire après tout ce temps. Il m'a dit « Je vais te le dire une bonne fois pour toutes. Si tu aides à nouveau ta mère à me quitter, je te tuerai et je cacherai ton corps de façon à ce que personne ne te retrouve jamais. » Tout le monde pensera que tu as fait une fugue. Tu as compris? Bien. J'ai répondu « D'accord, bien. » Je suis sortie de la maison le plus vite possible et j'ai éclaté en sanglots. C'était exactement pour cette raison que j'avais aidé ma mère à partir. Je voulais que Rick n'ait jamais existé. Mais au lieu de ça, il la harcelait, la terrorisait encore plus et lui volait tout espoir. Il l'avait à nouveau attirée dans son piège. Et ça n'a fait qu'empirer. Désolée. Il a détruit une famille. Il a détruit une famille pleine d'espoir et vouée à un bel avenir. Il nous a anéantis. À 17 ans, j'étais au lycée et j'habitais chez mon père quand j'ai découvert que j'étais enceinte de ma fille. Quand mon père l'a appris, ça ne s'est pas bien passé. Je suis partie de chez lui et j'ai pris l'avion pour le Colorado pour aller vivre chez ma mère. J'étais ravie d'être avec elle car elle me soutenait. Mais vivre avec Rick quand j'étais la plus vulnérable était horrible. Il a fait de ma vie un enfer. Quand mes frères ont eu 11, 12 et 14 ans, Rick a décidé qu'il était temps pour eux de faire du travail manuel. Un soir, j'ai convaincu mes frères de me raconter ce qui se passait. J'ai découvert qu'ils ne pouvaient pas prendre de douche ni se laver, hormis avec le jet d'eau. Pendant des semaines ou des mois, si Rick était énervé contre eux, il les faisait dormir dans la cabane. Ils devaient travailler pour avoir du papier toilette, de quoi manger et tout le nécessaire pour survivre. Même là, si leur travail n'était pas à la hauteur, ils ne mangeaient pas. Un matin, Rick a réveillé un de mes frères à 5 heures du matin, alors qu'il avait passé la nuit à vomir. Il n'était pas capable de travailler. Je me sens pas bien. Rick lui a dit qu'il devait apprendre à être un homme. Et même si mon frère vomissait et avait de la fièvre, Rick l'a tiré du lit. Tu ne te sens pas bien, hein? Il l'a empoigné et l'a jeté 3 mètres plus loin. Pas d'excuses. Ma mère s'est interposée pour dire que ça suffisait. La ferme! Il s'est mis à lui crier dessus car elle questionnait son autorité et a dit que c'était lui qui décidait. J'avais déjà compris que rien n'avait changé et que les choses étaient même pires qu'avant, à mon avis. Je savais que je ne pouvais rien faire, mais voir Rick les maltraiter encore plus qu'avant, ça m'a achevée. Un jour, je travaillais au camping municipal quand mon téléphone a sonné. J'ai décroché et c'était une dame qui s'est présentée comme étant une employée
des services sociaux. Ils avaient ouvert une enquête sur ma famille et ils allaient emmener ma fille et mes frères chez ma tante. Elle a ajouté que comme j'avais 18 ans, je pouvais aller vivre avec ma fille ou rester avec les adultes. Je n'étais pas objective. Et je ne supportais pas l'idée de laisser mon bébé de 2 mois, alors j'ai choisi d'aller avec elle. La dame est tout de suite venue me chercher au travail pour m'emmener à la maison prendre quelques affaires. Quand on est arrivé, Rick m'attendait. Je vais lui donner un coup de main. Les services sociaux voulaient tous nous interroger séparément. Rick a dit qu'il allait m'aider à faire mon sac. La dame semblait un peu inquiète à cette idée, mais elle a laissé faire. Rick et moi sommes montés chercher quelques affaires pour mon bébé et moi. Pendant que je faisais mon sac, Rick m'a raconté très calmement ce qui s'était passé. Il a dit que quelqu'un l'avait dénoncé aux services sociaux. Il a demandé si c'était moi, et j'ai répondu non. On avait tous trop peur, pour être honnête, avec l'assistante sociale. J'ai menti, et un seul d'entre nous a dit la vérité. C'était un des plus jeunes. C'est son courage qui nous a permis d'échapper à Rick. Rick m'a suivi dehors. Il a fait semblant de me prendre dans ses bras et il m'a dit « Si tu leur dis la vérité, tu ne reverras jamais ta fille. » Je sentais son souffle chaud dans mon cou. Il a dit « Les balances finissent toujours par payer. » À cet instant, j'ai senti mes jambes se dérober sous moi. J'étais tétanisée et mon sang s'est glacé. J'étais absolument convaincue que Rick me séparerait de mon bébé. On savait que cet incident n'allait faire qu'aggraver les choses et on était terrifiés à l'idée de ce qu'il pouvait faire. On est allé au tribunal demander les ordonnances restrictives. Elles ont toutes été acceptées. Et sur le chemin du retour, on a chanté et pleuré dans la voiture. Ma mère chantait à tue-tête. Je l'observais et je voyais bien qu'elle était soulagée. Cette chanson est devenue celle de son combat. Elle savait ce qu'elle devait faire et elle allait recouvrer la liberté. Quand on est arrivé à la maison, j'ai voulu faire quelque chose pour elle. Alors j'ai fait des cupcakes. Je n'en avais jamais fait. Je savais qu'ils seraient ratés, mais je les ai recouverts de glaçage avec ce que j'avais sous la main. Et j'ai écrit « Vive la liberté » sur tous les gâteaux. Après avoir obtenu les ordonnances restrictives, ma mère a trouvé un travail au restaurant du coin pour qu'on puisse avoir un logement et un peu d'argent. Je l'emmenais au travail, j'allais la chercher et j'allais à des entretiens d'embauche. Mais partout où on allait en ville, on voyait que Rick nous suivait. On retrouvait sa voiture absolument partout. Au supermarché, à la station-service, on a fini par emprunter un véhicule pour que Rick ne sache pas quand j'emmenais ma mère au travail, pour qu'il ne puisse pas nous suivre. Il venait au restaurant après le départ de ma mère ou avant son service pour voir si elle était là. Quand Rick nous pistait, il n'essayait jamais de nous parler. Il voulait qu'on sache qu'il était là, mais sans se montrer, sinon il se serait fait arrêter. Chaque fois qu'on appelait la police, on nous disait qu'il n'y avait rien à faire, comme toujours. Chaque fois qu'il la pistait, la police ne pouvait rien faire. Il était malin et trouvait toujours le moyen d'éviter les répercussions.
Je me suis couchée, je me suis endormie très vite. Soudain, je me suis réveillée et son visage était juste au-dessus du mien, comme ça. J'ai senti quelque chose de froid et dur sur mon front. Il m'a dit que si je faisais le moindre bruit, il me tuerait. Il m'a tiré du lit par les cheveux. J'avais peur, mais je ne voulais surtout pas réveiller les enfants pour éviter qu'ils leur fassent du mal, car ils auraient pu essayer de l'arrêter. Ensuite, il m'a poussée dans le couloir. Je ne me souviens pas à quel moment, quand on marchait, il m'a frappée avec son arme. Je me souviens qu'il a fait ça. Il a arraché mes vêtements et m'a dit d'avancer toute nue. Je n'arrêtais pas de pleurer, je le suppliais d'arrêter. Il a fini par m'enfoncer ma culotte dans la bouche pour me faire taire. Il a continué de me dire en marchant que si je la fermais pas, il me tuerait d'une balle dans la tête. Je suis désolée. C'est pas vrai. Elle a l'air tellement détruite et abattue. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Au lieu de crier et de donner l'alerte, et peut-être d'être secourue, elle n'a rien fait, car elle voulait protéger ses enfants. Tout ce que j'espère en tant que mère, c'est de lui arriver un jour à la cheville. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que Rick la tue. Je peux m'absenter une seconde? Oui. Merci. Le matin du 18 juillet, mon petit ami et moi étions avec ma fille quand j'ai reçu un coup de fil d'une amie de la famille. J'ai décroché et mon amie a dit « Kayla, j'ai quelque chose à te dire. » J'ai répondu « Quoi ?» Elle a crié « Kayla, ta maman est morte. » Comment ça, maman est morte? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a expliqué que Rick était entré par effraction dans la maison et l'avait poignardée. Rick l'avait tuée. Alors, je me suis effondrée. Tout mon univers s'est brisé en 1000 morceaux, car je savais, j'étais sûre qu'il lui arriverait malheur. Je me suis rendu compte à cet instant que ma mère, la seule personne dans ma vie qui m'avait aimée et acceptée, qui avait risqué sa vie pour moi, avait donné son amour à quelqu'un qui nous l'avait enlevé. Alors j'ai crié, hurlé de douleur et pleuré pendant 1 heure. Je ne voulais pas bouger, ni respirer, ni même être encore en vie à ce moment-là. Je gémissais. Je ne pouvais plus respirer. Mon cœur s'est brisé.
Police secours, quelle est votre urgence? Mon beau-frère est dans la maison. Il essaye de tuer ma sœur. Il l'a violée il y a quelques jours. Il y a un mandat d'arrêt contre lui et une ordonnance restrictive. Il est chez elle. Il dit qu'elle va la tuer. Est-ce que ma fille va bien? C'est votre mère qui parle? Oui. Ça me fait mal au cœur d'entendre tout ce chaos, la peur dans la voix de mon oncle. Et derrière lui, ma grand-mère qui dit « Est-ce que ma fille va bien ?» Eric qui menaçait de la tuer. On n'aurait jamais dû en arriver là. Jamais ça n'aurait dû arriver. Quand Rick est entré par effraction dans la maison, ma mère s'est réveillée en sursaut et a vu que c'était lui. Elle s'est mise à crier à mes petits frères de partir et d'aller se cacher quelque part. Puis elle a supplié Rick. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne leur fais pas de mal. Ne fais pas ça. Même si elle avait peur, elle voulait à tout prix protéger ses enfants. Pendant les 14 ans où elle a vécu avec lui, elle a dû non seulement se protéger elle-même, mais aussi nous faire passer avant elle. Elle a fait pareil juste avant de mourir. La police a déclaré que Rick avait cassé la fenêtre de derrière et projeté du verre sur le lit où Kirsten et les enfants dormaient. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Pas grand-chose. Je voulais mourir. Vous aviez l'intention de vous tuer? Oui. Vous aviez l'intention de tuer votre femme? Non. Je me souviens d'avoir parlé à Kirsten et de lui avoir tourné le dos pour qu'elle ne me voie pas me poignarder. Je me suis poignardé des deux côtés du cou. Pensez-vous avoir tué votre femme? Non. Non, non. Je pense qu'elle a pris le couteau et s'est poignardée. Ce que Rick dit sur cette vidéo est ce qu'il a utilisé comme défense. Ma mère ne pouvait pas imaginer vivre sans lui, donc elle s'est forcément fait ça toute seule. Il a avancé tous les arguments possibles pour se défendre et tenter de s'en sortir, au lieu d'assumer son geste. Ma mère s'était battue pendant 14 ans pour quitter cet individu minable. Pourquoi aurait-elle choisi à ce moment-là, après tous ses efforts pour recouvrer sa liberté, de se suicider? Richard Lockett était un lâche. C'est pour ça qu'il était violent. Pendant toute notre vie, tout ce qu'il a fait prouve qu'il était un lâche. Toutes ces années, j'ai dû garder tout ça pour moi. C'était le seul moyen pour moi d'avancer. C'est dur d'y repenser et d'en parler. Et de réaliser à quel point c'était horrible. Je suis reconnaissante de partager mon histoire, car ça fait du bien d'en parler. Même si je pleure. J'ai l'impression qu'en parler m'aide à guérir. Ça m'a aidé à faire le premier pas vers la guérison. Je voulais le faire parce que j'ai vu sur Internet combien de femmes sont battues, voire assassinées de façon régulière
Je sais que c'est très dur pour ces femmes de trouver une place dans des centres d'accueil. Et le peu de centres qui existent sont dans un état déplorable, ce qui incite ces femmes à retourner auprès de leur agresseur. J'en ai assez d'entendre et de voir ces drames se répéter constamment. Quelque chose doit changer et j'espère que mon témoignage fera naître au moins une lueur d'espoir. Car ce n'est pas une vie. Vivre dans la peur n'est pas une vie. Je ne suis pas encore prête à aller voir ce monstre en prison. Mais quand je serai prête, je le ferai en me sentant sûre de moi et invincible. Je veux être plus forte qu'il ne l'a jamais été. Je veux lui dire que je vais bien, que ce qu'il a fait nous a brisés seulement provisoirement, et que pendant qu'il pourrit en prison et tombe dans l'oubli, notre mère va continuer de vivre pendant des générations à travers nos témoignages et nos souvenirs. Personne, dans cette petite ville figée par l'hiver, ne se souvient exactement du moment où tout a basculé, mais tous se rappellent le silence qui a suivi, un silence lourd, compact, presque obscène, celui qui s'abat quand une communauté comprend qu'elle vient de perdre quelque chose qu'elle ne retrouvera jamais intact, pas même après 25 ans, pas même après des aveux, des dossiers rouverts, des mots officiels prononcés trop tard. Car tout commence toujours par un détail insignifiant. Une routine banale, un geste répété 1000 fois, et ce matin-là n'avait rien d'exceptionnel. Sinon l'air froid qui mordait les poumons et la lumière blafarde d'un ciel sans promesse, le genre de matin où personne n'imagine que son nom finira dans les archives d'un cold case, imprimé en noir sur blanc, puis répété à voix basse pendant des décennies comme une prière inversée. Elle avait quitté son domicile à la même heure que d'habitude, les clés dans la main, le manteau mal fermé, l'esprit occupé par des pensées ordinaires, des courses à faire, un appel à passer, un rendez-vous repoussé, rien qui mérite d'être noté, rien qui alerte, rien qui déclenche cette intuition primitive que quelque chose ne va pas. Et pourtant, à quelques mètres de sa porte, le monde avait déjà commencé à se fissurer, imperceptiblement, comme une vitre soumise à une pression trop lente pour être entendue, trop discrète pour être vue, mais irréversible. Quand elle n'est pas rentrée le soir, personne ne s'est immédiatement inquiété, pas vraiment, pas au point d'appeler la police, car dans cette ville on se connaît, on se croise, on se fait confiance, et l'absence d'une nuit peut encore être expliquée par une visite improvisée, un téléphone oublié, un contretemps banal. Sauf que le lendemain matin, puis le surlendemain, l'inquiétude a commencé à prendre une forme plus nette, plus tranchante. Une inquiétude qui ne se dit pas encore à voix haute, mais qui s'installe dans les regards, dans les silences, dans la manière dont on écoute les informations locales en espérant, sans oser l'admettre, entendre un nom qui ne sera pas le sien. Le signalement est tombé tard, trop tard diront certains, comme souvent dans les affaires de disparition, quand les heures perdues deviennent des années de questions sans réponse, et dès les premiers instants, quelque chose clochait, quelque chose résistait à la logique, à la chronologie, à la narration rassurante que les enquêteurs tentent d'imposer au chaos, car il n'y avait pas de lutte visible, pas de témoin direct, pas de cri entendu, seulement un vide, un espace soudain laissé par une personne qui semblait s'être évaporée entre deux points familiers, un itinéraire connu par cœur, un trajet qui n'aurait jamais dû devenir un piège. La police a quadrillé le secteur, interrogé les voisins, fouillé les fossés, inspecté les routes secondaires, et partout revenait la même phrase, murmurée avec une gêne mêlée de stupeur. Elle n'aurait jamais fait ça, elle n'aurait jamais disparu volontairement, elle n'aurait jamais laissé derrière elle ses affaires, ses habitudes, ses repères, et dans ce cœur de certitude, une angoisse sourde commençait à se former, car plus les heures passaient, plus l'absence prenait un poids concret, presque physique, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Les premiers jours ont été saturés d'espoir, de battements de cœur accélérés à chaque appel téléphonique, à chaque voiture de police qui ralentissait dans la rue, à chaque silhouette aperçue de loin et confondue, l'espace d'une seconde, avec celle qu'on attendait, mais très vite, l'espoir a laissé place à une autre émotion, plus froide, plus stable, celle qui s'installe quand on comprend que l'on n'est plus dans une simple disparition, mais dans quelque chose de plus sombre, de plus définitif. Même si personne n'ose encore employer le mot. Dans les commissariats, les dossiers s'empilent, les enquêteurs notent, recoupent, comparent. Mais cette affaire résiste, elle glisse entre les doigts, elle refuse de se laisser enfermer dans un schéma classique, car tout semble à la fois trop propre et trop confus, comme si quelqu'un avait su exactement quoi ne pas laisser derrière lui, comme si l'absence de preuve était en soi une signature, un message muet adressé à ceux qui chercheraient plus tard à comprendre. La communauté, elle, commence à changer, imperceptiblement, les portes se ferment un peu plus tôt, les discussions s'écourtent, les regards se détournent quand un sujet approche trop près du cœur de l'affaire, car dans une petite ville,
le danger n'est jamais totalement extérieur, il se glisse dans les habitudes, il se confond avec les visages connus, et très vite, une question devient impossible à ignorer, même si personne ne la formule clairement. Et si ce n'était pas un inconnu, et si ce n'était pas un étranger de passage, et si le coupable était quelqu'un que l'on croisait chaque jour sans le savoir? Les enquêteurs explorent toutes les pistes, celles qui rassurent et celles qui dérangent, un conflit passé, une relation ambiguë, un détail anodin devenu soudain suspect. Mais à chaque fois, la vérité semble reculer d'un pas supplémentaire, laissant derrière elle des fragments, des hypothèses, des zones d'ombre qui s'étendent au lieu de se réduire. Et pendant ce temps, le calendrier continue d'avancer, indifférent, transformant l'urgence en attente, puis l'attente en routine. Puis la routine en oubli officiel. Les affiches disparaissent peu à peu des vitrines, les appels à témoins cessent d'être diffusés aux heures de grande écoute, et le nom de la disparue glisse lentement hors de l'actualité pour entrer dans une autre catégorie, plus silencieuse, plus cruelle, celle des affaires non résolues, des cold cases, ces dossiers que l'on range sans jamais vraiment les fermer, parce qu'on ne sait pas comment les conclure sans mentir. Mais l'oubli n'est jamais total, pas ici, pas dans cet endroit où chaque rue rappelle un souvenir, où chaque saison ravive la même question lancinante, car 25 ans, c'est long sur le papier, mais dans la mémoire collective, c'est à la fois une éternité et une seconde, un battement de cœur figé, et à mesure que le temps passe, une autre peur s'installe, plus insidieuse encore. Celle que la vérité ait toujours été là, sous leurs yeux, dissimulée non pas par la complexité, mais par l'évidence même. Car pendant que le dossier prenait la poussière, quelqu'un continuait de vivre normalement, de travailler, de saluer ses voisins, de partager des repas, de rire parfois, et cette idée, rétrospectivement, glace le sang, car elle suggère que le mal ne se cache pas toujours dans l'ombre, qu'il peut se fondre dans le quotidien avec une facilité déconcertante, et que le silence d'un cold case n'est pas seulement l'échec d'une enquête, mais le symptôme d'une proximité trop dérangeante pour être acceptée. À l'époque, personne ne pouvait encore le savoir. Personne ne pouvait encore pointer du doigt ce détail précis, ce geste, cette incohérence minuscule qui aurait pu tout changer. Et pourtant, quelque part dans les archives, dans une note oubliée, dans un témoignage mal compris, la réponse attendait déjà, patiente, immobile, prête à ressurgir des années plus tard comme une déflagration tardive, car certaines vérités n'ont pas besoin d'être inventées. Seulement regardées autrement. Et tandis que la ville s'enfonçait dans une normalité de façade, le cold case s'installait, durablement, comme une cicatrice invisible, rappelant à chacun que sous les apparences les plus ordinaires, sous les sourires les plus familiers, peut se cacher une histoire qui n'a jamais cessé de réclamer justice, une histoire dont le premier chapitre ne s'est jamais vraiment refermé, et dont l'écho, encore étouffé, allait un jour briser ce silence construit pierre par pierre pendant 25 longues années. Le temps, dans ce genre d'affaires, ne passe pas comme ailleurs, il s'étire, il s'épaissit, il devient une matière presque palpable qui s'infiltre dans chaque recoin de la vie quotidienne. Et tandis que les semaines succédaient aux semaines, la disparition cessait d'être un événement pour devenir un arrière-plan permanent, une rumeur sourde qui accompagnait chaque conversation banale, chaque trajet familier, chaque regard échangé trop longtemps, car désormais, rien n'était plus tout à fait innocent, rien n'était plus totalement anodin, et même les gestes les plus simples semblaient chargés d'une signification nouvelle, inquiétante, comme si la réalité avait basculé sans prévenir dans une autre dimension. Les enquêteurs revenaient encore et encore sur les premières heures, obsédés par cette fenêtre de temps où tout se joue, où chaque minute compte double. Mais plus ils replongeaient dans les comptes rendus, plus ils avaient le sentiment d'un puzzle incomplet, non pas parce que des pièces manquaient, mais parce que certaines avaient été mal regardées, mal interprétées, rangées trop vite dans la catégorie des détails insignifiants, et c'est là que le cold case commence véritablement, non pas au moment où l'on classe le dossier, mais au moment où l'on cesse de croire que la vérité se cache dans l'extraordinaire. Il y avait ce témoin, par exemple, un voisin, quelqu'un de discret, qui avait affirmé avoir aperçu une silhouette ce matin-là, une présence fugace, sans importance apparente, un homme debout près d'un véhicule stationné trop longtemps au même endroit. Mais à l'époque, ce genre de description ne suffisait pas, trop vague, trop flou, trop ordinaire pour déclencher une alerte sérieuse, et dans une petite ville, les silhouettes se ressemblent, les voitures se croisent. Les habitudes se superposent, jusqu'à devenir invisibles. Les jours passant, les hypothèses se sont multipliées, parfois contradictoires, parfois rassurantes, parfois terrifiantes, une fugue improbable, un accident dissimulé, un enlèvement prémédité, et chaque scénario apportait son lot de fausses certitudes, car imaginer, c'est déjà tenter de reprendre le contrôle, même si ce contrôle est illusoire, même s'il repose sur des conjectures fragiles, et plus les hypothèses s'enchaînaient. Plus la réalité semblait se diluer dans un brouillard épais. Les proches, eux, vivaient dans une temporalité parallèle, suspendus à chaque appel, à chaque rumeur, à chaque information fragmentaire, oscillant entre l'espoir irrationnel et la peur la plus brute, car tant qu'aucune preuve définitive n'était apportée, tout restait possible, même l'impossible, même le miracle, et cette attente interminable finissait par user les nerfs, par transformer la patience en souffrance.
Et la souffrance en colère, sourde dirigée contre personne et contre tout à la fois. Dans les couloirs du commissariat, certains agents commençaient à ressentir une forme de malaise difficile à nommer, comme si l'affaire refusait de se laisser apprivoiser, comme si elle les observait en retour, les forçant à admettre que parfois, le danger ne se manifeste pas par des cris ou des traces de violence, mais par une normalité trop parfaite, trop lisse pour être honnête, et cette intuition, à l'époque, restait enfouie sous des procédures, des rapports, des délais à respecter. La presse locale, d'abord prudente, a fini par s'emparer de l'histoire, utilisant des mots de plus en plus lourds, disparition inquiétante, mystère total, choc dans la communauté, et chaque titre résonnait comme un coup de marteau sur une plaie encore ouverte. Car en nommant la peur, on la rendait plus réelle, plus envahissante, et bientôt, le nom de la disparue est devenu un symbole. Celui d'une vulnérabilité collective que personne ne voulait reconnaître. Dans les cafés, dans les files d'attente, dans les foyers, les conversations prenaient un ton plus bas quand l'affaire était évoquée, comme si parler trop fort pouvait attirer l'attention de quelque chose de mauvais. Et peu à peu, des soupçons ont commencé à émerger, discrets, jamais formulés clairement, dirigés vers des individus familiers, des comportements jugés étranges avec le recul, un regard évité, une absence remarquée, un alibi trop parfait. Mais dans une communauté soudée, accusée. Sans preuve revient à s'accuser soi-même. Les enquêteurs ont convoqué, interrogé, recoupé, encore et encore, mais chaque entretien semblait ajouter de la confusion plutôt que de la clarté. Car les souvenirs se modifient avec le temps, les récits se contaminent les uns les autres, et très vite, il devient difficile de distinguer ce qui a réellement été vu de ce qui a été imaginé après coup, sous l'influence des rumeurs et de la peur collective. Il y avait aussi ces objets, retrouvés ou non retrouvés, ces éléments matériels qui auraient dû parler mais qui se taisaient obstinément, un sac, un vêtement, un téléphone jamais localisé, autant de pièces muettes qui renforçaient l'impression d'un acte maîtrisé, réfléchi, presque clinique, et cette idée, aussi glaçante soit-elle, commençait à s'imposer. Celui ou celle qui avait fait disparaître cette femme savait exactement ce qu'il faisait. À mesure que les mois s'accumulaient, l'affaire glissait lentement vers la périphérie des priorités, non pas par indifférence, mais par épuisement, car les ressources sont limitées, les urgences se succèdent, et chaque nouveau crime réclame l'attention immédiate que ce cold case n'avait plus. Et c'est ainsi que naît l'oubli institutionnel, discret, jamais assumé, mais terriblement efficace. Pourtant, certains détails continuaient de hanter ceux qui avaient travaillé sur le dossier dès le début. Cette incohérence dans l'emploi du temps, ce témoignage mal exploité, cette sensation persistante que la clé n'était pas loin, qu'elle avait simplement été rangée au mauvais endroit. Et parfois, tard le soir, en relisant les notes jaunies, une question revenait, lancinante, presque obsédante. Comment quelque chose d'aussi grave avait-il pu se produire sans laisser plus de traces? Le cold case, désormais, portait ce nom avec tout ce qu'il implique de frustration et de renoncement partiel, mais aussi d'espoir ténu, car tant qu'un dossier n'est pas officiellement clos, il reste une possibilité, infime, presque abstraite, que la vérité refasse surface, et dans cette attente diffuse, la communauté continuait de vivre, de célébrer, de pleurer d'autres drames. Tout en gardant au fond d'elle cette histoire non résolue comme une cicatrice mal refermée. Les années ont commencé à s'empiler, transformant les souvenirs en images floues, les certitudes en hypothèses fragiles, et pourtant, quelque chose demeurait intact, une intuition collective que l'affaire n'était pas aussi complexe qu'elle le paraissait, que la réponse n'était pas enfouie dans un complot sophistiqué ou un scénario improbable, mais peut-être dans un geste simple, un mensonge banal, une omission volontaire passée inaperçue parce qu'elle était trop proche. Trop évidente. Et pendant que le temps faisait son œuvre, le suspect, sans que personne ne le sache encore, continuait d'exister dans ce même espace, respirant le même air, partageant les mêmes habitudes, observant de loin l'évolution de l'enquête, conscient ou non que chaque jour qui passait renforçait l'illusion de sa normalité. Car dans les cold cases les plus troublants, le véritable choc ne vient pas de la violence du crime, mais de la proximité de celui qui l'a commis. Une proximité qui, tôt ou tard, finit toujours par fissurer le silence. Avec les années, l'affaire avait changé de nature sans que personne ne s'en rende vraiment compte, elle n'était plus seulement une disparition inquiétante, elle était devenue une présence diffuse, presque abstraite, un nom que l'on prononçait moins souvent mais qui n'avait jamais cessé de circuler sous la surface, comme une onde lente, persistante, et dans les bureaux de la police, le dossier avait migré d'une étagère à l'autre, d'un bureau à l'autre, accompagné de cette étiquette froide, administrative, qui semble tout expliquer sans jamais rien résoudre. Cold case. Ce classement n'avait pas mis fin aux questions, il les avait simplement figées, transformant l'urgence en attente prolongée, et pour ceux qui avaient connu les premiers jours, les premières recherches, les premières nuits sans sommeil, cette attente avait un goût amer, car elle signifiait que le temps était désormais un adversaire, un ennemi silencieux qui efface les traces, altère les souvenirs, et rend chaque retour en arrière plus incertain que le précédent. Certains enquêteurs avaient quitté le service, d'autres avaient pris leur retraite, emportant avec eux des intuitions jamais formalisées, des doutes jamais couchés sur le papier, et ce qui restait dans le dossier n'était qu'une version partielle de la réalité, une succession de rapports, de procès-verbaux,
de déclarations figées dans le langage neutre de l'administration, un langage qui peine à traduire l'étrangeté d'un regard, l'hésitation dans une voix, la sensation viscérale que quelque chose ne colle pas. Dans la ville, le quotidien avait repris ses droits, les commerces avaient changé de propriétaire, les enfants avaient grandi, certains étaient partis, d'autres étaient restés, et pour une nouvelle génération, l'affaire n'était plus qu'une histoire racontée à demi-mot, un avertissement implicite, un récit flou transmis sans détails précis, mais toujours accompagné de la même conclusion implicite. On ne saura probablement jamais ce qui s'est vraiment passé. Pourtant, il suffisait d'un anniversaire, d'une date ronde, pour que la plaie se rouvre, pour que la presse reparle brièvement de ce cold case, rappelant que 20 ans avaient passé, puis 25, sans avancée significative, et à chaque fois, les mêmes images revenaient, les mêmes mots, les mêmes questions sans réponse, donnant l'impression d'un disque rayé, d'une histoire condamnée à se répéter sans jamais évoluer. À ce stade, le danger n'était plus seulement l'oubli, mais la résignation, cette acceptation silencieuse que certaines vérités sont hors de portée, que certains crimes échappent à la justice, non par manque de volonté, mais parce que le temps a fait son œuvre, et cette résignation s'insinuait partout, dans les familles, dans les institutions, dans la manière même dont on parlait de l'affaire, au passé, comme d'un événement déjà clos, alors qu'il ne l'avait jamais été. Mais parfois, un détail ancien prend une nouvelle couleur, non pas parce qu'il a changé, mais parce que le regard posé sur lui n'est plus le même, et c'est ainsi que des années plus tard, à l'occasion d'un audit interne, d'un inventaire de dossiers non résolus, quelqu'un a rouvert ce classeur, non par conviction particulière, mais par obligation professionnelle, et en parcourant ces pages jaunies, une impression étrange s'est imposée, celle d'une enquête qui avait frôlé quelque chose d'essentiel sans jamais s'y arrêter vraiment. Ce n'était pas une révélation soudaine, pas une preuve oubliée qui sautait aux yeux, mais plutôt une accumulation de petites incohérences, de zones laissées volontairement floues, de décisions prises dans l'urgence puis jamais réévaluées, comme si l'affaire avait été enfermée trop tôt dans une certaine logique, un certain récit, empêchant toute autre lecture possible. Il y avait ces témoignages considérés comme secondaires, relégués en annexe, parce qu'ils ne correspondaient pas au scénario dominant de l'époque, et avec le recul, cette marginalisation prenait un sens nouveau, car souvent, dans les cold cases, ce sont précisément ces éléments périphériques qui finissent par devenir centraux, une fois débarrassés du contexte émotionnel qui les avait rendus invisibles. La technologie, elle aussi, avait évolué, offrant des outils inexistants au moment des faits, des méthodes d'analyse plus fines, des bases de données plus vastes, et soudain, des éléments autrefois muets semblaient prêts à parler, non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce que l'on savait enfin comment les écouter, et cette perspective, aussi prometteuse soit-elle, s'accompagnait d'une crainte sourde. Et si la vérité révélée était plus dérangeante que tout ce que l'on avait imaginé? Car en réexaminant le dossier, une constante apparaissait, troublante, presque gênante, la répétition de certains noms, de certaines présences, toujours là, jamais au centre, mais jamais vraiment absentes non plus, des individus interrogés rapidement, puis écartés sans explication claire, comme si leur proximité avec la victime avait été jugée trop banale pour être suspecte. Cette proximité, avec le recul, prenait une autre dimension, car elle suggérait que le danger n'était pas venu de l'extérieur, mais de l'intérieur, de ce cercle familier que personne n'avait envie de remettre en question, et cette hypothèse, longtemps considérée comme trop dérangeante, trop explosive pour être pleinement explorée, commençait à s'imposer comme une évidence tardive. Dans les archives, une note attirait désormais l'attention, une remarque griffonnée en marge d'un rapport, signalant une incohérence horaire, une version légèrement différente d'un témoignage répété, rien de suffisamment solide pour déclencher une arrestation, mais assez pour semer le doute, et ce doute, une fois installé, devenait impossible à ignorer. Les enquêteurs chargés de cette réévaluation ressentaient un mélange étrange d'excitation et d'appréhension, car chaque cold case rouvert est une promesse autant qu'un risque, la promesse de rendre justice, mais aussi le risque de découvrir que l'erreur n'était pas seulement celle d'un individu, mais celle d'un système entier, incapable à l'époque de voir ce qui se trouvait juste devant lui. Dans la ville, peu de gens étaient au courant de cette reprise discrète des investigations, et c'était volontaire, car trop de bruit aurait ravivé des peurs anciennes, déclenché des rumeurs incontrôlables, et surtout, alerté celui qui, si les soupçons se confirmaient, avait eu 25 ans pour se fondre dans le décor, pour devenir invisible par excès de familiarité. Le cold case entrait alors dans une phase nouvelle, plus silencieuse encore que la précédente, une phase d'observation, de recoupement patient, de vérification minutieuse, où chaque geste devait être calculé, car à ce stade, la moindre erreur pouvait anéantir des années d'attente, et pendant ce temps, le passé, que l'on croyait immobile, commençait lentement à se fissurer, laissant entrevoir une vérité longtemps ignorée, mais jamais disparue. Une vérité qui avait toujours été là, tapis sous les apparences, attendant simplement que quelqu'un ose enfin la regarder en face. Plus l'enquête avançait dans cette seconde vie du dossier, plus une sensation oppressante s'installait, celle d'un compte à rebours inversé, car chaque page relue, chaque témoignage réécouté avec l'oreille du présent, rapprochait un peu plus les enquêteurs d'une vérité qui n'était pas certain de vouloir entendre, une vérité qui ne promettait ni soulagement immédiat ni fin nette, mais un choc.
Une onde de rupture capable de traverser toute une communauté déjà marquée par 25 ans de silence. Ce qui frappait le plus, ce n'était pas ce qui manquait, mais ce qui avait toujours été là, sous une forme si banale qu'elle en devenait presque invisible. Des interactions quotidiennes, des routines partagées, des présences constantes autour de la victime, et à mesure que ces éléments étaient replacés dans leur chronologie exacte, une autre lecture s'imposait, plus froide, plus dérangeante, celle d'un scénario où rien n'avait été laissé au hasard, où chaque geste ordinaire avait pu servir de camouflage. Les enquêteurs se sont penchés sur les relations proches, non pas avec l'empressement accusateur des premières heures, mais avec la lenteur méthodique de ceux qui savent que le diable se cache dans les répétitions, dans ce qui ne change jamais. Car quelqu'un qui fait partie du décor ne déclenche pas d'alerte, il rassure, il passe sous les radars, et c'est précisément cette proximité qui, avec le recul, devenait troublante. Certains témoignages, autrefois jugés fiables, prenaient désormais une teinte ambiguë, non pas parce qu'ils étaient manifestement faux, mais parce qu'ils semblaient trop bien construits, trop cohérents, comme s'ils avaient été répétés, ajustés, stabilisés avec le temps, et dans une enquête criminelle, la stabilité absolue d'un récit sur plusieurs décennies peut parfois être plus suspecte que ses contradictions. Il y avait ce récit précis de la matinée, détaillé minute par minute, livré sans hésitation dès les premiers jours, un récit qui avait servi de référence, presque de pilier narratif, et qui, pendant longtemps, n'avait jamais été remis en question, mais en le confrontant à d'autres éléments périphériques, des relevés horaires, des habitudes observées, des témoignages indirects, une faille apparaissait, infime mais persistante, comme une ligne de fracture sous une surface lisse. Cette faille n'était pas spectaculaire, elle ne criait pas la culpabilité, elle murmurait simplement l'incohérence, et c'est souvent ainsi que commencent les basculements majeurs dans les cold cases, non pas par une révélation brutale, mais par un malaise diffus, une sensation que quelque chose résiste quand on tente de l'aligner parfaitement avec le reste. Les enquêteurs avançaient avec prudence, conscients que le moindre faux pas pouvait alerter celui qui, s'il était effectivement impliqué, avait eu un quart de siècle pour apprendre à contrôler son image, à anticiper les questions, à se préparer psychologiquement à l'éventualité d'un retour de l'enquête. Car vivre longtemps avec un secret de cette ampleur forge des mécanismes de défense redoutables. Dans les échanges internes, un mot revenait de plus en plus souvent, prononcé à voix basse, presque avec réticence. Opportunité, non pas au sens criminel brut, mais au sens de présence, de disponibilité, de capacité à agir sans éveiller de soupçons, et dans cette affaire, l'opportunité ne pointait pas vers un inconnu ou un profil marginal, mais vers quelqu'un d'inséré, accepté, presque banal. À mesure que cette hypothèse gagnait en consistance, une autre question surgissait, encore plus dérangeante. Si le suspect était effectivement si proche, comment avait-il pu traverser toutes ces années sans être inquiété, sans laisser transparaître la moindre fissure, et la réponse, aussi inconfortable soit-elle, semblait évidente, parce qu'il n'avait jamais eu besoin de se cacher vraiment. La ville, pendant ce temps, continuait de fonctionner comme si de rien n'était, ignorant qu'en coulisses, l'histoire qu'elle croyait figée était en train d'être réécrite, et cette ignorance créait un contraste presque cruel entre la normalité apparente et la tension souterraine qui montait dans les bureaux où l'on réassemblait patiemment les fragments du passé. Les enquêteurs ont alors commencé à croiser les données avec une précision chirurgicale, cherchant non pas une preuve isolée, mais un faisceau d'indices suffisamment dense pour justifier une confrontation, et chaque recoupement renforçait l'impression que le centre de gravité de l'affaire n'avait jamais quitté la ville, qu'il n'avait jamais franchi ses frontières, qu'il s'était simplement dissous dans son quotidien. Un détail en particulier, longtemps relégué au rang d'anomalie administrative, revenait désormais avec insistance, un appel passé à une heure inhabituelle, une action anodine en apparence, mais qui, replacée dans la chronologie réelle de la matinée, ne correspondait plus au récit officiel, et cette discordance, minuscule mais tenace, agissait comme une écharde impossible à ignorer. À ce stade, l'enquête n'avait pas encore franchi le seuil public, mais en interne, la certitude commençait à se former, lourde, oppressante, car si cette piste se confirmait, elle ne remettrait pas seulement en cause un individu, elle forcerait toute une communauté à regarder en face une vérité qu'elle avait inconsciemment refusée pendant 25 ans. Le cold case n'était plus seulement une affaire du passé, il redevenait une menace pour le présent, un rappel brutal que le temps n'absout rien, qu'il ne fait que retarder l'instant où certaines évidences deviennent impossibles à ignorer, et dans cette attente tendue, alors que chaque pièce semblait lentement trouver sa place, une certitude glaçante s'imposait peu à peu. Le suspect n'avait jamais disparu, il n'avait jamais fui, il était resté là, sous leurs yeux. Et le moment approchait où cette proximité, longtemps rassurante, deviendrait insoutenable. À mesure que cette certitude prenait forme, l'atmosphère autour du dossier changeait subtilement, comme si l'air lui-même devenait plus dense, plus chargé, car désormais, chaque nouvelle vérification ne servait plus à chercher un coupable hypothétique, mais à confirmer ou infirmer une présence déjà identifiée, une silhouette longtemps confondue avec le décor, et ce glissement, presque imperceptible, modifiait profondément la manière dont les enquêteurs abordaient chaque détail, chaque ligne, chaque silence consigné dans les archives. Ils reprenaient les mêmes éléments, mais cette fois avec une question différente en tête, non plus qui aurait pu faire cela,
Mais comment quelqu'un a-t-il pu le faire sans être vu, sans être suspecté, sans être arrêté par le simple bon sens collectif? Et cette inversion du regard révélait une réalité troublante. Car tout ce qui avait autrefois servi à innocenter ce proche devenait soudain une explication plausible de sa discrétion, de son efficacité, de son invisibilité. Les routines quotidiennes, minutieusement reconstituées, montraient une régularité rassurante, presque exemplaire, mais replacée dans la chronologie exacte du jour de la disparition, elle dessinait une fenêtre étroite, mais réelle, une période où l'opportunité existait bel et bien, une parenthèse de temps suffisamment courte pour passer inaperçue, mais suffisamment longue pour que l'irréversible puisse se produire, et cette fenêtre, jusqu'alors ignorée, devenait le cœur battant de la nouvelle enquête. Les enquêteurs savaient que ce type de révélation tardive est souvent accueilli avec scepticisme, parfois même avec hostilité, car remettre en question une certitude ancienne revient à admettre que l'on s'est peut-être trompé collectivement, et cette perspective est plus difficile à accepter que l'idée abstraite d'un inconnu coupable, car elle implique une forme de responsabilité partagée, une cécité collective nourrie par la confiance et l'habitude. En réécoutant certains témoignages, il remarquait des micro-variations, presque imperceptibles, des nuances dans le ton, des détails ajoutés ou omis au fil des années, non pas nécessairement par malveillance consciente, mais parce que le temps polit les récits, les rend plus lisses, plus cohérents, et cette cohérence excessive, dans un contexte criminel, devenait un signal d'alarme discret, mais persistant. Il y avait aussi cette attitude, notée à l'époque mais jamais interprétée comme significative, un calme constant, presque déroutant, dans les jours qui avaient suivi la disparition, un comportement décrit comme digne, posé, coopératif, et pourtant, avec le recul, ce calme semblait moins être le signe d'une maîtrise émotionnelle que celui d'une situation déjà verrouillée, déjà pensée, déjà contrôlée. Les enquêteurs prenaient soin de ne rien précipiter, conscients que la moindre fuite, la moindre rumeur, pourrait alerter celui qu'ils observaient désormais à distance, car dans les cold cases qui se réveillent après des décennies, le danger n'est pas seulement de manquer la vérité, mais de la voir se dérober une seconde fois, étouffée par la panique ou par une décision irréversible prise dans l'urgence. Dans les échanges internes, la tension était palpable, car chacun savait que l'enquête approchait d'un point de non-retour, un moment où les soupçons devraient se transformer en actes concrets, en confrontations, en demandes officielles. Et ce passage, redouté autant qu'attendu, exigeait une solidité absolue, car face à un suspect intégré, respecté, parfois même apprécié, la moindre faille pourrait tout faire s'effondrer. Pendant ce temps, l'homme, sans le savoir ou peut-être en le pressentant, poursuivait sa vie, fidèle à ses habitudes, participant aux événements locaux, échangeant des banalités, incarnant cette normalité qui avait si longtemps servi de paravent, et cette image, presque insupportable, renforçait la détermination des enquêteurs, car elle rappelait que le crime le plus dérangeant n'est pas toujours celui qui laisse des traces visibles, mais celui qui se dissimule derrière une façade parfaitement ordinaire. Un élément matériel, longtemps considéré comme secondaire, revenait désormais avec insistance dans les discussions, non pas comme une preuve directe, mais comme un point de fixation, un objet ou une action qui, replacé dans le contexte actuel, prenait une valeur symbolique forte, car elle liait l'individu à la scène d'une manière que l'on n'avait jamais osé explorer pleinement auparavant. Ce détail, à lui seul, ne suffisait pas à accuser, mais combiné aux incohérences temporelles, aux récits trop stables, aux opportunités identifiées, il formait un faisceau de plus en plus dense, une toile patiemment tissée par le temps, et à ce stade, l'enquête n'était plus une simple recherche de vérité, elle devenait une course contre le silence accumulé pendant 25 ans. La question n'était plus de savoir si le cold case allait être officiellement rouvert au grand jour, mais quand, et surtout comment, car annoncer une telle évolution signifiait réveiller des blessures anciennes, briser une paix fragile, et exposer une communauté entière à une vérité qu'elle n'avait jamais vraiment voulu envisager, celle que le danger n'était pas venu d'ailleurs, mais qu'il avait toujours fait partie du paysage. Et dans cette attente tendue, alors que chaque décision était pesée, chaque pas calculé, une certitude glaçante continuait de s'imposer, car plus les enquêteurs avançaient, plus il devenait évident que le plus grand obstacle n'avait jamais été l'absence de preuves, mais l'incapacité, à l'époque, d'imaginer que le suspect n'était pas un fantôme, ni un étranger, mais un visage connu, un nom familier, quelqu'un qui, depuis le premier jour, n'avait jamais cessé d'être là, observant, écoutant, attendant que le temps fasse son œuvre. Le moment où l'enquête bascule vraiment n'est jamais spectaculaire, il ne s'accompagne ni de sirènes ni d'annonces solennelles, il se produit dans un bureau fermé, tard dans la soirée, quand quelqu'un pose enfin la question que tout le monde évitait jusque-là, une question simple, presque naïve, mais dont le poids est écrasant. Et si nous avions toujours regardé au bon endroit, sans jamais vraiment voir ce que nous avions sous les yeux? À partir de cet instant, chaque décision devient plus lourde, chaque étape plus risquée, car il ne s'agit plus seulement de comprendre ce qui s'est passé il y a 25 ans, mais de mesurer les conséquences de cette compréhension sur le présent, sur des vies construites dans l'intervalle, sur une communauté qui s'est raconté une histoire rassurante pour survivre à l'absence de réponse. Les enquêteurs savent que la prochaine phase ne peut plus rester totalement clandestine. Certaines démarches exigent des autorisations formelles, des validations hiérarchiques,
et surtout une justification solide, car accuser implicitement quelqu'un d'aussi intégré, après tant d'années, revient à s'attaquer à un pilier invisible de la stabilité locale, et ce genre d'initiative ne pardonne aucune approximation. Ils reprennent alors chaque pièce du puzzle avec une rigueur presque obsessionnelle, cherchant non pas à accumuler de nouveaux indices, mais à éprouver la cohérence de l'ensemble, à tester la résistance du récit implicite qui s'est imposé au fil du temps, et plus ils le font, plus ce récit se fissure, révélant des ajustements discrets, des omissions stratégiques, des angles morts soigneusement entretenus. Un point précis retient particulièrement l'attention, non pas parce qu'il apporte une preuve directe, mais parce qu'il révèle une intention, une manière de penser, un rapport au temps et au risque, une décision prise dans l'urgence mais protégée par la banalité. Et cette décision, longtemps perçue comme anodine, prend désormais une dimension centrale, car elle montre que quelqu'un avait anticipé les réactions, les délais, les protocoles. Les experts appelés à réévaluer certains éléments apportent un regard neuf, détaché de l'émotion originelle, et ce regard extérieur agit comme un révélateur, mettant en lumière des incohérences que la familiarité avait rendues invisibles, car dans une enquête ancienne, le plus grand danger n'est pas l'absence de données, mais l'attachement excessif à une interprétation héritée. À ce stade, l'hypothèse d'un acte improvisé s'effondre complètement, remplacée par celle d'un geste calculé, non pas nécessairement prémédité sur des mois, mais exécuté par quelqu'un qui connaissait parfaitement les routines, les horaires, les angles morts, quelqu'un pour qui la scène n'était pas un lieu inconnu, mais un espace familier, presque domestique. Cette prise de conscience est brutale, car elle transforme rétroactivement chaque souvenir, chaque témoignage, chaque image mentale associée à l'affaire, et soudain, des scènes autrefois perçues comme neutres deviennent chargées d'une tension nouvelle, presque insupportable, car elle suggère que le crime s'est déroulé non pas dans la violence chaotique, mais dans un calme glaçant. Les enquêteurs commencent alors à préparer l'étape la plus délicate, celle qui consiste à établir un contact direct, à provoquer une interaction officielle, sans révéler l'ampleur réelle de leurs soupçons, car dans les cold cases qui ressurgissent, la psychologie est souvent plus déterminante que la preuve brute, et un mot mal placé, un timing mal choisi, peut suffire à faire basculer l'équilibre fragile. Cette anticipation crée une tension constante, car chaque jour qui passe est à la fois une opportunité et un risque, l'opportunité de renforcer le dossier, le risque que le suspect perçoive un changement, un frémissement, quelque chose d'anormal dans l'attention qui lui est portée, et après 25 ans de normalité apparente, la moindre anomalie peut devenir un signal d'alarme. Dans la ville, rien ne semble avoir changé, et c'est précisément ce contraste qui rend la situation si oppressante, car sous cette surface tranquille, une mécanique invisible est en marche, prête à bouleverser l'équilibre collectif, et ceux qui en ont conscience portent ce secret comme un poids constant, une responsabilité silencieuse. Les enquêteurs savent aussi que le temps joue contre eux d'une autre manière, car les souvenirs continuent de s'éroder, les témoins de disparaître, et chaque retard supplémentaire augmente la probabilité que certaines vérités ne puissent jamais être établies avec la certitude absolue que réclame la justice, et cette urgence tardive donne à chaque geste une gravité particulière. Un entretien préparatoire, présenté comme une simple mise à jour de dossier, est alors envisagé, une démarche en apparence routinière, presque administrative, mais dont l'enjeu est immense, car il s'agit de tester la réaction, d'observer les micro-signaux, les variations de discours, les silences trop longs ou trop rapides, tout ce qui peut trahir une fissure dans une façade entretenue depuis un quart de siècle. À ce stade, personne ne parle encore d'arrestation, personne n'ose prononcer ce mot, mais dans l'esprit de ceux qui avancent sur ce fil tendu, une image s'impose de plus en plus clairement, celle d'un homme confronté non pas à un accusateur, mais à son propre passé, un passé qu'il croyait enfoui, neutralisé par le temps, et qui s'apprête désormais à refaire surface. Le cold case, longtemps figé, est désormais en mouvement, lentement, inexorablement, et chaque pas vers la vérité renforce une certitude troublante. Ce qui va suivre ne réparera pas les années perdues, ne rendra pas ce qui a été arraché, mais il forcera enfin le silence à se briser, et cette fracture, aussi douloureuse soit-elle, est devenue inévitable. La confrontation n'arrive jamais comme on l'imagine dans les films, elle ne commence pas par une accusation frontale, mais par une conversation presque banale, une invitation formulée sur un ton neutre, administratif, un prétexte ordinaire qui ne laisse rien transparaître de la tempête souterraine prête à éclater, et c'est précisément cette banalité qui en fait une épreuve redoutable, car elle exige du suspect qu'il mobilise, une fois de plus, les réflexes qu'il a perfectionnés pendant 25 ans. L'homme se présente au rendez-vous sans agitation visible, à l'heure prévue, avec cette assurance tranquille de ceux qui n'ont jamais été inquiétés, de ceux pour qui la police a toujours été un décor familier, non une menace, et dès les premières minutes, il installe cette posture qu'il connaît si bien, coopérative, polie, presque soulagé de pouvoir aider à nouveau, comme s'il rejouait une scène déjà répétée des dizaines de fois dans sa tête. Les enquêteurs l'observent attentivement, non pas pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il ne dit pas, pour les micro-variations dans son discours, pour ces détails qu'il choisit spontanément de rappeler, et ceux qu'il laisse dans l'ombre, car dans ce type d'entretien tardif, la mémoire devient un terrain miné, et chaque souvenir convoqué est une décision consciente ou non. Il commence par évoquer le passé, les routines de l'époque, les relations, les habitudes quotidiennes, et l'homme répond avec une précision presque troublante,
comme si le temps n'avait pas altéré ses souvenirs, comme si ce jour-là était resté figé dans son esprit, intact, prêt à être déroulé sans hésitation, et cette constance, loin de rassurer, renforce le malaise ambiant. À mesure que la conversation avance, les enquêteurs glissent subtilement vers les zones grises, les moments moins documentés, les intervalles de temps autrefois jugés sans importance, et c'est là que quelque chose change imperceptiblement, non pas un effondrement, non pas une panique visible, mais une légère rigidité, un ajustement dans la posture, une réponse un peu trop rapide, un silence un peu trop bref. Comme si l'homme anticipait les questions avant même qu'elles ne soient posées. Ils ne l'accusent toujours pas, ils n'en ont ni le droit ni l'intérêt à ce stade, mais ils testent, ils répètent certaines questions sous des formes différentes, à des moments différents, cherchant non pas une contradiction flagrante, mais une fatigue cognitive. Cette lassitude qui s'installe quand on doit maintenir une version construite face à une écoute attentive, et peu à peu, des décalages apparaissent, minuscules, mais réels. Un horaire évoqué diffère légèrement de celui consigné autrefois, une action est déplacée de quelques minutes, une justification se fait plus longue qu'elle ne devrait l'être, et dans une enquête classique, ces écarts seraient peut-être insignifiants, mais dans un cold case réveillé après 25 ans, ils prennent une valeur disproportionnée, car ils suggèrent une réécriture progressive, un récit ajusté au fil du temps. Les enquêteurs notent tout, sans réaction apparente, laissant l'homme poursuivre, s'enfoncer parfois dans des détails inutiles, comme s'ils cherchaient à combler un vide invisible, et cette dynamique crée une tension étrange, car plus ils parlent, plus il devient évident qu'ils parlent pour contrôler, pour cadrer, pour empêcher certaines questions de s'installer. À un moment précis, presque anodin, une question est posée différemment, avec un mot remplacé, une nuance subtile, et la réaction est immédiate, une fraction de seconde de trop, un regard qui se détourne, un souffle retenu, puis une réponse qui arrive, correcte en apparence, mais trop lisse, trop travaillée, comme si elle avait été préparée longtemps à l'avance pour ce scénario exact. Ce sont ces instants-là que les enquêteurs attendent, non pas parce qu'ils prouvent quoi que ce soit à eux seuls, mais parce qu'ils confirment une intuition profonde, celle que l'homme ne se contente pas de se souvenir, il se défend, il anticipe, il protège quelque chose, et cette attitude transforme définitivement le statut de l'entretien, qui cesse d'être une simple mise à jour pour devenir une première fissure officielle dans la façade. À la fin de la rencontre, l'homme repart librement, sans menottes, sans éclat, sans témoin, et pour un observateur extérieur, rien n'a changé, mais dans les dossiers, dans les esprits, une ligne invisible a été franchie, car désormais, le soupçon n'est plus théorique, il est incarné, observé, ressenti, et cette incarnation change tout. Les enquêteurs se retrouvent ensuite entre eux, dans ce silence particulier qui suit les moments décisifs, un silence chargé d'images, de phrases, de gestes revus en boucle, et sans prononcer de verdict, ils savent qu'ils ont vu suffisamment pour continuer, pour approfondir, pour passer à l'étape suivante, même si cette étape promet d'être plus violente, plus exposée, plus irréversible. Dans la ville, l'homme reprend sa place, ses habitudes, ses conversations anodines, ignorant ou feignant d'ignorer que quelque chose a changé, que le regard posé sur lui n'est plus tout à fait le même, et cette coexistence provisoire, presque absurde, renforce la tension dramatique de l'affaire, car elle rappelle que la vérité, lorsqu'elle remonte à la surface, ne le fait jamais d'un coup, mais par vagues successives. Le cold case, désormais, n'est plus seulement une affaire du passé réexaminée, il est devenu une situation active, vivante, instable, où chaque mouvement compte, où chaque décision peut déclencher une réaction en chaîne. Et alors que les enquêteurs commencent à préparer les prochaines démarches, une certitude s'impose, lourde, inéluctable. Le silence qui a protégé cette histoire pendant 25 ans vient de perdre son premier rempart. Et ce qui va suivre ne pourra plus être contenu aussi facilement. Après ce premier entretien, rien ne s'est officiellement passé, et pourtant tout avait basculé. Parce qu'une enquête ne change pas seulement quand une preuve surgit. Elle change quand le regard change, quand l'équipe cesse de tourner autour du même récit et commence à traquer ce qui, jusque-là, avait été protégé par la routine, la familiarité, la fatigue, et dès lors, chaque pièce du dossier a cessé d'être un souvenir pour redevenir un objet, froid, manipulable, comparable, testable, et ce retour au concret a eu un effet immédiat. Le passé a commencé à perdre son brouillard. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs ne cherchent pas encore l'éclat médiatique, ils cherchent la solidité, une chaîne, une continuité, quelque chose qui ne repose ni sur l'intuition ni sur la sensation, mais sur des faits capables de survivre à un tribunal. Et cette exigence transforme la moindre information en enjeu stratégique, car après 25 ans, on ne peut plus se permettre de croire. Il faut démontrer, et démontrer revient à refaire. Méthodiquement, ce qui a été fait trop vite ou pas assez loin. Ils reprennent d'abord les éléments temporels, ces heures creuses, ces minutes floues qui avaient été laissées dans une zone de confort, et ils les attaquent comme on attaque une porte verrouillée. Par le cadre, pas par la force, relevé de travail, registre d'ouverture, tickets, journaux d'appel, traces administratives, tout ce que la banalité quotidienne laisse derrière elle sans s'en rendre compte, et à mesure que ces traces sont numérisées, alignées, superposées. Une évidence brutale se dessine.
Le récit répété pendant 25 ans n'est pas seulement fragile, il est incompatible avec la mécanique réelle de cette matinée. Ce n'est pas une contradiction spectaculaire, c'est pire, c'est une incohérence structurelle, comme un mensonge construit pour un monde plus simple, celui d'avant les bases de données, d'avant la précision des recoupements, et cette incohérence ouvre une brèche, car si un point du récit tombe, alors tout le reste doit être réévalué, et dans un cold case, réévaluer signifie souvent découvrir que l'on avait rangé une information explosive dans une boîte étiquetée. Détail. À ce stade, les enquêteurs avancent à pas feutrés, parce qu'ils savent que le suspect, s'il comprend que la brèche s'élargit, peut changer de comportement, et ce changement, même discret, peut contaminer l'enquête, créer des mouvements parasites, des rumeurs, des pressions. Et dans une petite ville, la pression n'a pas besoin d'être organisée pour être efficace, elle naît d'elle-même, de la peur de voir un proche tomber, de la peur de se tromper, de la peur d'avoir ignoré l'évidence. Alors il travaille dans l'ombre, et dans cette ombre, un mot réapparaît avec une force nouvelle, un mot qui n'existait pas dans le dossier original, ou qui n'existait pas dans l'arsenal de l'époque. Relecture scientifique, et cette expression n'a rien de spectaculaire, elle est même presque ingrate, mais elle signifie une chose précise. On va faire parler ceux qui, autrefois, ne savaient pas parler. Ils exhumèrent des scellés anciens, des enveloppes scotchées, des pièces conservées sans certitude d'utilité, et le simple fait de les toucher déclenche une tension particulière, parce qu'il y a toujours, dans ce geste, l'idée que la vérité a été enfermée là, silencieuse, pendant des décennies, et qu'elle attendait seulement que la technologie rattrape le crime, et pourtant, rien n'est garanti, rien n'est magique. Parfois les scellés ne livrent rien. Parfois le temps a fait son œuvre. Parfois. Le hasard a gagné, mais cette fois, l'approche n'est pas basée sur l'espoir, elle est basée sur la probabilité. Ils cherchent des traces infimes, des transferts, des fibres, des contacts, tout ce qu'un geste humain laisse derrière lui-même quand il se croit propre, et pendant ce temps, d'autres enquêteurs replongent dans les auditions, non pas pour les écouter comme des histoires, mais pour les disséquer comme des structures, repérer les répétitions, les angles morts, les choix de mots, car dans un récit fabriqué, le vocabulaire est souvent plus stable que les faits, et cette stabilité devient une empreinte. Peu à peu, ils établissent un schéma, non pas encore du crime, mais de la stratégie, et ce schéma est glaçant. Une action rapide, dans une fenêtre temporelle précise, exécutée par quelqu'un qui connaît les lieux, qui sait où il peut être vu et où il ne le sera pas, qui sait quelles routes sont peu fréquentées, quels horaires créent un écran naturel, et surtout, quelqu'un qui sait à quel point l'entourage refusera d'imaginer le pire. Plus l'analyse progresse, plus un détail prend du poids. La normalité de l'après, cette manière de redevenir un voisin parmi les voisins, et ce détail, au lieu d'être un argument d'innocence, devient un argument de méthode, car se fondre dans le décor, après un événement aussi violent, n'est pas seulement une chance, c'est une compétence, une discipline, un contrôle de soi qui ne s'improvise pas, et cette discipline se perçoit dans les échanges, dans la façon dont le suspect a toujours accepté d'être interrogé, jamais trop, jamais pas assez, juste ce qu'il fallait pour paraître irréprochable. Mais l'enquête ne se nourrit pas seulement de psychologie, elle se nourrit d'obstacles, et l'obstacle majeur, à ce stade, est juridique, parce que sans mandat, sans base formelle, certaines portes restent fermées, et demander un mandat sur une affaire ancienne, dans une petite communauté, c'est aussi déclencher une onde, même si l'on croit pouvoir la contrôler, car les démarches laissent des traces, les demandes circulent, les noms apparaissent, et il suffit d'une indiscrétion, d'un mot mal placé, pour que la ville comprenne que le cold case respire à nouveau. Les enquêteurs choisissent donc la voie la plus froide, la plus lente. Renforcer sans exposer, bâtir sans annoncer, et pendant qu'ils construisent, la tension monte, non pas dans les rues, mais dans la mécanique même de l'enquête, parce qu'ils savent qu'ils approchent du point où il faudra agir, où il faudra demander ce qu'ils n'ont jamais osé demander, où il faudra regarder quelqu'un dans les yeux et lui signifier que son statut a changé, que son visage familier est désormais celui d'un suspect officiel. C'est dans ce contexte que survient le premier choc concret, celui qui transforme une hypothèse lourde en direction irréversible, une donnée qui s'aligne enfin, un recoupement qui ne dépend pas d'une interprétation, et ce choc, comme souvent, ne vient pas d'un moment spectaculaire, il vient d'un fichier, d'un relevé ancien, d'une information oubliée que l'on réactive, et soudain, un point précis de la chronologie se verrouille, se fixe, comme si le temps lui-même cessait de bouger, à l'heure où le suspect affirme être ailleurs, une trace administrative le place dans une zone qu'il n'aurait jamais dû approcher ce matin-là. Ce n'est pas encore une preuve de meurtre, ce n'est même pas une preuve de violence, mais c'est une preuve de présence, et dans un cold case, la présence est le premier clou, celui qui permet ensuite de construire le reste, car une fois que vous pouvez démontrer qu'un récit est faux sur un point, vous pouvez commencer à démontrer qu'il est faux sur tous les autres, et cette perspective, soudain, rend l'air plus tranchant, plus dangereux. Les enquêteurs se réunissent, encore, dans ce silence tendu des décisions lourdes, et l'un d'eux prononce enfin la phrase que personne ne voulait dire trop tôt. On va devoir le pousser, pas par la force, pas par la provocation, mais par la réalité, par des faits impossibles à contourner. Et ce plan implique une chose. Il faut obtenir l'autorisation de fouiller, de récupérer, de comparer,
de confronter le passé matériel au présent. Et pendant que ces démarches s'engagent, pendant que les papiers se préparent, pendant que les signatures se cherchent, l'homme continue sa vie, comme si rien ne changeait, et c'est là, précisément, que l'histoire devient insoutenable, parce que la banalité du quotidien se transforme en décor de catastrophe imminente, un décor où chaque sourire peut être une façade, où chaque échange peut être un écran, où chaque jour qui passe est à la fois une liberté prolongée et une corde qui se resserre. Dans la ville, quelques rumeurs commencent à circuler, pas encore sur un nom, mais sur un mouvement, sur une présence policière inhabituelle, sur des questions posées à nouveau, et les gens réagissent comme réagit une communauté qui a vécu 25 ans avec un fantôme. Certains veulent croire que c'est enfin la fin, d'autres veulent que tout reste enterré, parce que déterrer la vérité, c'est aussi déterrer les complicités involontaires, les aveuglements, les erreurs. Et la question la plus terrifiante commence à se former dans les esprits, même si elle n'est pas prononcée. Et si on avait vécu à côté de lui tout ce temps? Les enquêteurs, eux, n'ont plus le luxe de la peur, ils n'ont plus le luxe des débats moraux, parce qu'un cold case qui s'approche de la résolution devient une course contre les pertes, contre le temps, contre les réflexes d'un homme qui, s'il comprend, pourrait tenter de verrouiller une dernière fois son secret, et c'est pour cela que la prochaine étape doit être précise, rapide, irréversible. Ils savent déjà comment cela va se passer, une équipe discrète, une porte, une perquisition qui n'aura rien de théâtral mais tout d'un basculement, et ils savent aussi ce qu'ils cherchent vraiment, pas seulement des objets, pas seulement des traces, mais un moment de rupture, la seconde où le suspect comprendra que le passé qu'il croyait inoffensif vient de redevenir une arme contre lui, et cette seconde, ils le sentent, elle approche comme une ombre qui grandit sans bruit. Parce que le dossier, désormais, ne se contente plus de murmurer, il commence à parler, et quand un cold case parle après 25 ans de silence, ce qu'il dit n'est jamais doux, jamais rassurant, jamais neutre, c'est une accusation froide, presque mécanique, qui s'avance, inexorable, vers un visage que tout le monde croyait connaître. L'aube arrive avec ce calme trompeur que les villes connaissent avant les journées qui les brisent, un ciel pâle, des rues presque vides, et dans ce silence, une mécanique se met en marche, précise, froide, réglée comme une horloge, parce qu'une perquisition n'a rien d'un coup de théâtre, c'est une opération chirurgicale, et quand elle vise un homme resté libre pendant 25 ans, elle doit frapper sans bruit, sans avertissement, sans la moindre seconde offerte au hasard. Les enquêteurs ont les documents, les signatures, le cadre légal enfin verrouillé, et pourtant rien n'est gagné, car un mandat ne crée pas la preuve, il ouvre une porte, il autorise un regard, il permet d'entrer, mais derrière la porte il peut n'y avoir que du vide, des années de ménage, de prudence, de disparition contrôlée, et c'est exactement cette incertitude qui rend le moment si tendu. Parce qu'ils avancent vers un lieu ordinaire en espérant y trouver l'extraordinaire, un détail qui résiste au temps, une trace que la routine n'a pas effacée. La maison apparaît, banale, comme toutes les autres, avec ses habitudes visibles, une boîte aux lettres, une voiture garée, des rideaux tirés, rien qui crie le danger, rien qui annonce l'histoire qu'elle pourrait contenir, et cette banalité est presque insultante, car elle rappelle tout ce que le cold case avait de pervers. Un crime possible, dissimulé derrière la normalité, caché non pas dans une cave de film noir, mais dans des gestes quotidiens, des objets simples, des espaces que personne n'a envie d'imaginer contaminés. L'équipe se place, les communications sont courtes, codées, la porte s'ouvre, et l'instant est étrange, parce que ce n'est pas une explosion de violence, c'est une intrusion contrôlée, une entrée rapide, un basculement net du privé vers l'officiel, et au milieu de cette transition brutale, l'homme est là, surpris, mais pas effondré, pas hystérique, il réagit avec cette fraction de seconde de retard qui ne ressemble pas à l'incompréhension mais à un calcul, comme s'il évaluait, immédiatement, l'ampleur de ce qui vient de se produire. Il demande ce qui se passe, il veut savoir pourquoi, et les enquêteurs répondent peu, ils avancent, ils sécurisent, ils lisent les procédures, et pendant qu'ils parlent, ils le regardent, parce que c'est aussi un test de façade, un test de contrôle, un test de résistance, car un homme innocent proteste, s'indigne, se fâche parfois, mais un homme qui a attendu ce moment pendant 25 ans peut choisir une autre stratégie. Rester calme, rester poli. Rester dans la performance de la Normalite. La maison se remplit de gants, de sachets, de lampes, de photographies, de gestes mesurés, et la recherche commence, pièce après pièce, tiroir après tiroir, non pas comme une chasse au trésor, mais comme une lecture attentive d'une vie, parce que tout objet raconte quelque chose, et tout objet peut mentir aussi, parce qu'on peut trier, jeter, déplacer, mais on ne contrôle jamais totalement ce que le temps conserve malgré nous. Ils cherchent des traces matérielles, mais aussi des traces de logique, des incohérences dans l'organisation, des zones trop propres, des espaces curieusement vides, des boîtes sans raison, des recoins oubliés, et plus ils avancent, plus ils sentent ce paradoxe. L'ordinaire est partout, et pourtant, l'ordinaire, dans une affaire comme celle-ci, est précisément ce qui a protégé le crime. L'homme, lui, demeure dans un coin, surveillé, et il parle, par moments, posant des questions, voulant comprendre, et dans ses phrases, il insiste sur un mot qu'il répète comme une barrière. Routine,
comme si la routine devait suffire à expliquer toute une existence, comme si la routine était une preuve d'innocence, alors que pour les enquêteurs, la routine est devenue l'outil principal du camouflage. La toile de fond parfaite pour faire disparaître quelqu'un sans créer de scène. Les minutes s'étirent, le travail est méticuleux, parfois ingrat, parce que la plupart des tiroirs contiennent exactement ce qu'on attend d'eux, des papiers, des factures, des objets de la vie quotidienne, et cette normalité, en accumulant les preuves d'une vie ordinaire, peut créer une fatigue dangereuse, celle qui fait baisser la vigilance, celle qui murmure qu'il n'y a peut-être rien, qu'ils se sont peut-être trompés. Mais c'est précisément à cet instant que l'expérience intervient. Parce qu'un cold case ne se résout pas avec des évidences, il se résout avec de la patience et une obsession froide. Ils ouvrent un placard, ils déplacent une boîte, ils trouvent une enveloppe ancienne, pas forcément incriminante en soi, mais qui n'aurait pas dû être là, pas à cet endroit, pas conservée ainsi, et l'un des enquêteurs s'arrête, non pas parce qu'il tient une preuve, mais parce qu'il tient une anomalie, et dans ce dossier, les anomalies sont devenues des signaux. L'enveloppe contient des documents banals, mais parmi eux, un élément attire l'attention, une mention d'une date, un rappel, une note, quelque chose de trop précis, lié à l'époque des faits, et la réaction de l'homme est minuscule, presque invisible, une raideur dans l'épaule, un souffle légèrement coupé, un regard qui s'accroche une seconde de trop, et ce geste, si petit, devient immense, parce qu'il trahit une conscience, une reconnaissance, une relation émotionnelle avec un détail que quelqu'un d'extérieur n'aurait aucune raison de craindre. Les enquêteurs ne s'emballent pas, ils ne montrent rien, ils emballent, ils scellent, ils photographient, ils continuent, et cette maîtrise est cruciale, parce que dans les affaires où le suspect a eu des décennies pour se préparer, l'enquête doit être un mur, pas un miroir, elle ne doit pas refléter ce qu'elle pense, elle doit avancer sans offrir d'indices. Plus loin, un autre objet apparaît, cette fois plus concret, plus problématique, un élément qui relie l'homme à une zone, à une présence, à une chronologie, pas encore au geste criminel, mais au mensonge, et le mensonge, après 25 ans, est parfois plus puissant que la preuve directe, parce qu'il indique une intention, un choix, une volonté de manipuler la réalité, et cette volonté, si elle est démontrée, ouvre la porte à tout le reste. Le temps de l'opération, à l'extérieur, commence à contaminer la ville, même si personne ne connaît encore les détails, parce qu'une voiture banalisée dans un quartier, ce n'est rien, mais plusieurs véhicules, des allées et venues, des silhouettes au pas pressé, ça devient une rumeur, et la rumeur, dans une petite communauté, se propage plus vite que les communiqués officiels, elle saute de fenêtre en fenêtre, de téléphone en téléphone, et soudain, le cold case, qui dormait depuis des années. Dans les conversations à demi-mot, se réveille dans les messages courts, dans les phrases brisées. Ils sont chez lui, la police est chez lui, c'est sérieux, c'est lui. Personne n'ose dire le nom à voix haute au début, parce que le dire, c'est rendre la chose réelle, et la réalité est trop lourde, trop inacceptable. Elle implique trop de conséquences, trop de regards en arrière, trop de honte involontaire, et pourtant, malgré ce silence initial, le nom circule, il se glisse, il s'accroche, et l'effet est immédiat. Le visage familier devient soudain un visage suspect, un sourire d'hier devient une menace rétrospective, un « bonjour » devient une scène. Ria Crite. À l'intérieur, les enquêteurs terminent, les scellés s'empilent, la liste des objets saisis s'allonge, et ce n'est pas un butin spectaculaire, ce n'est pas une arme fumante posée sur une table, c'est une collection d'indices, de fragments, de traces du passé conservées par accident ou par besoin, et ces fragments, dans un laboratoire, peuvent devenir une phrase complète. Quand la perquisition touche à sa fin, l'homme demande encore « Est-ce que je suis en état d'arrestation ?» et la question est posée avec une maîtrise presque trop parfaite, comme s'il cherchait à cadrer l'instant, à le ranger dans une procédure, à s'accrocher au langage légal comme à une bouée, et la réponse tombe, froide, simple, pas pour l'instant. Ce pas pour l'instant est un poison lent, parce qu'il laisse l'homme libre, mais plus libre comme avant, libre avec un soupçon officiel qui flotte autour de lui, libre avec la certitude que sa maison vient d'être parcourue centimètre par centimètre, libre avec l'idée que ce qu'il croyait enterré vient d'être touché, manipulé, emporté. Les jours suivants deviennent une attente sous haute tension, une attente qui n'a rien de calme, parce que chaque scellé saisi est une promesse, chaque analyse est un risque, chaque résultat peut soit renforcer l'édifice, soit l'affaiblir, et dans les bureaux, les enquêteurs se retrouvent face à cette réalité brutale. Ils ont déclenché la vague, ils doivent maintenant la guider jusqu'au rivage, sinon elle se brisera contre le doute, contre les avocats, contre le temps. Les objets arrivent au laboratoire, les procédures commencent, et là, l'affaire change encore de texture. Elle quitte le domaine des impressions et des intuitions pour entrer dans celui des chiffres, des comparaisons, des résultats, un monde où le passé peut soudain produire une réponse nette, binaire, oui ou non, compatible ou non, et cette possibilité est terrifiante parce qu'elle rend tout imminent. Dans la ville, la tension monte à son tour, mais sous une autre forme, parce que les habitants ne vivent pas le temps de la justice, ils vivent le temps de la rumeur, un temps déformé, où une journée peut sembler une semaine, où chaque silence officiel est interprété comme une preuve cachée, où chaque absence d'annonce devient un drame, et dans cette atmosphère électrique, deux camps se forment instinctivement,
ceux qui veulent croire à la résolution enfin, et ceux qui refusent l'idée que le mal puisse porter un visage familier. L'homme continue de sortir, continue de se montrer, continue de jouer la normalité, et ce geste, au lieu de calmer les esprits, les rend plus nerveux, parce qu'il y a quelque chose d'insupportable à voir un suspect de cold case boire un café comme si la vie n'avait pas basculé. Et pourtant, ce contraste est exactement ce qui définit les affaires les plus glaçantes. L'horreur n'interrompt pas toujours le quotidien, elle s'y accroche. Puis, un appel arrive, discret, sans spectacle, un appel du laboratoire, une information encore partielle, mais suffisante pour faire taire la pièce, parce qu'elle confirme que l'un des éléments saisis n'est pas un simple objet, c'est un lien, un pont tangible entre le présent et ce matin d'il y a 25 ans, un pont que l'homme n'aurait jamais dû laisser derrière lui, un pont que personne n'avait vu parce que personne ne cherchait au bon endroit. Les enquêteurs ne célèbrent pas, ils ne respirent pas, ils se resserrent, car ils comprennent à cet instant que la dernière phase commence, celle où le cold case cesse d'être un dossier et devient une action, une intervention, une décision irréversible, et dans ce basculement, une phrase résonne, froide, presque mécanique. Il était sous leurs yeux. Et maintenant, la question n'est plus de savoir si la ville va être choquée, mais quand, parce que la vérité, une fois qu'elle a retrouvé une voie, ne retourne jamais se taire. Elle avance, elle pousse, elle fissure les façades, elle oblige chacun à regarder en arrière. Et l'homme, lui, quelque part, sent peut-être déjà l'air changer autour de lui, cette pression invisible qui annonce l'instant où la normalité ne suffira plus. Où un nom passera de la rumeur au document officiel, ou le silence. De 25 ans se brisera enfin, non pas avec un cri, mais avec le clic sec d'une porte qui se referme. Le clic sec d'une porte qui se referme, c'est rarement un bruit spectaculaire. Ce n'est pas une sirène, ce n'est pas un cri, c'est un son court, administratif, presque banal. Et pourtant, dans une affaire comme celle-ci, ce clic devient une onde de choc, parce qu'il signifie qu'une frontière invisible vient d'être franchie, que le suspect n'est plus un nom murmurant dans les couloirs mais une cible officielle. Un visage familier que l'on ne regarde plus avec la même indulgence. Et ce matin-là, quand l'appel du laboratoire tombe, il ne tombe pas comme une révélation hollywoodienne, il tombe comme une phrase froide, concise, inattaquable, une phrase qui ne laisse plus de place au confort. Il y a un lien, il y a une correspondance, il y a quelque chose qui tient, enfin, dans le réel. Dans le bureau, personne ne saute de joie, personne ne frappe dans ses mains. Parce que la joie n'existe pas dans ces moments-là, il n'y a qu'une accélération du sang, une tension qui se resserre autour du sternum, et une question unique, immédiate, presque brutale. Est-ce suffisant? Est-ce solide? Est-ce défendable? Et la réponse arrive en fragments, par précaution, par méthode, oui mais, oui si, oui à condition, parce que 25 ans plus tard, chaque mot doit être pesé, chaque décision peut être contestée. Et les enquêteurs savent que l'ennemi n'est plus seulement le temps, c'est la défense, c'est la possibilité d'un faux pas, d'une procédure mal verrouillée, d'un détail juridique qui offrirait au suspect une seconde fuite, non pas physique, mais judiciaire. Alors ils font ce qu'ils ont appris à faire quand le sol tremble. Ils ne courent pas, ils verrouillent. Ils convoquent, ils rédigent, ils récapitulent sans émotion, ils transforment l'intuition en dossier, le malaise en chronologie, le soupçon en faisceau, et ce faisceau, désormais, a une colonne vertébrale, une pièce centrale qui donne du poids à tout le reste, parce que ce lien matériel, même s'il n'explique pas tout, même s'il ne raconte pas la scène entière, prouve une chose essentielle. Quelqu'un a menti, et ce mensonge n'est plus une impression. C'est une architecture qui commence à. Essay Cruller. La décision d'intervenir se prend comme on prend une décision de guerre. Vite, mais sans précipitation. Ils savent que l'homme a eu 25 ans pour se construire des réponses, pour se bâtir une image, pour se préparer à ce moment sans le savoir. Et surtout, ils savent que le choc ne sera pas seulement pour lui, il sera pour la ville, parce qu'une arrestation sur un cold case de cette ampleur n'est pas un simple acte policier, c'est une rupture collective, un miroir tendu à une communauté entière, une question posée à tous. Comment a-t-on pu ne pas voir? Ils choisissent l'heure, non pas au hasard, mais là où les routines sont les plus fragiles, là où l'on est le moins prêt à jouer un rôle, et ils se déplacent avec une discrétion presque irréelle, comme une ombre organisée, sans éclat, sans excès, parce que le spectacle n'est pas leur objectif, la vérité l'est, et la vérité, dans cette affaire, ne supporte pas le bruit, elle exige le contrôle. Quand ils arrivent, l'homme est dehors ou dedans, peu importe, car ce qui compte, c'est l'instant où son regard comprend avant même que les mots ne soient prononcés, et cet instant existe toujours, cette fraction de seconde où la façade cherche son masque, où la respiration se coupe légèrement, où la vie se recalibre, et puis la voix officielle tombe, calme, neutre, presque polie, comme une phrase apprise. Vous êtes placé en garde à vue, ou vous êtes en état d'arrestation, selon les procédures. Et dans ces mots-là, tout un quart de siècle se condense en quelques syllabes. Il ne se débat pas, il ne crie pas, il ne s'effondre pas, et cette absence de spectacle est encore plus glaçante, parce qu'elle ressemble à une confirmation silencieuse, comme si l'homme avait toujours su que ce jour pouvait arriver, comme si l'attente n'avait jamais cessé, et les habitants, eux, ne voient pas l'arrestation comme un acte technique, ils la voient comme une scène impossible, un voisin menotté, un visage connu encadré par des uniformes, et soudain,
Les conversations se figent, les téléphones s'allument, les rideaux bougent, et la ville entière respire au rythme de cette nouvelle unique, brutale, qui se répand comme un incendie. Le col de Case est en train de se résoudre. Le suspect était là, il a toujours été là. Le choc prend plusieurs formes. Il y a ceux qui chuchotent, ceux qui nient, ceux qui s'indignent, ceux qui se souviennent soudain d'un détail ancien, d'une phrase, d'un regard, d'une présence, et qui se sentent envahis par une nausée rétrospective, parce que le passé, d'un coup, change de texture, il devient contaminé, et tout ce qui semblait normal hier devient suspect aujourd'hui, une invitation, un repas partagé, une poignée de main, une blague banale. Et cette relecture collective est l'un des effets les plus violents des cold cases élucidés. On ne retrouve pas seulement un coupable, on transforme la mémoire. Au commissariat, l'homme est installé dans une salle d'entretien qui ressemble à toutes les autres, une table, 2 chaises, une lumière trop blanche, et ce décor banal accentue l'absurdité de la situation, parce qu'on voudrait que la vérité est un théâtre, un lieu à sa mesure, mais la justice se fait dans des pièces sans âme, avec des questions répétées, des silences chronométrés, des phrases calibrées, et c'est dans cette banalité que l'horreur prend toute sa puissance, parce qu'elle devient administrative. Les enquêteurs commencent doucement. Comme toujours, ils ne lancent pas la preuve comme une pierre, ils l'approchent comme une lame, lentement, avec méthode, parce qu'un homme qui a vécu 25 ans dans sa version des faits ne la lâche pas d'un coup, il la défend, il la renforce, il la corrige, il tente de la rendre plus solide, et c'est précisément dans cette défense que les fissures apparaissent. Il parle du passé, des routines, des heures, des chemins, des gestes, et l'homme répond, encore, avec cette précision trop stable, cette chronologie trop lisse, mais cette fois, l'équipe ne l'écoute plus comme un récit, elle l'écoute comme une structure à faire craquer. Ils introduisent la donnée nouvelle sans l'exagérer, un résultat, une correspondance, un élément de laboratoire, et à ce moment-là, quelque chose change dans le regard, pas forcément une panique, plutôt une recalibration, comme si l'homme comprenait que le terrain a été déplacé, que le jeu n'est plus le même, que les cartes ne sont plus celles d'il y a 25 ans. Il tente d'abord de minimiser, de rationaliser, de créer des explications alternatives, parce que c'est ce que fait un cerveau acculé. Il fabrique des ponts pour éviter le vide. Mais les enquêteurs ne laissent pas ces ponts tenir, ils les testent, ils les confrontent aux horaires, aux traces, aux recoupements, à ces détails administratifs que l'homme avait sous-estimés parce qu'ils semblaient insignifiants, et c'est là que la conversation devient une tension pure, parce que le suspect n'a plus la possibilité de rester dans le flou est désormais un aveu involontaire, et chaque tentative de détourner la question le renvoie à une réalité froide. Le récit ne tient plus. À mesure que les heures passent, le masque fatigue, non pas parce que l'homme se met à pleurer ou à implorer, mais parce que maintenir une version fabriquée exige une énergie constante, et cette énergie s'épuise, comme une main qui tient une porte fermée contre une pression qui ne s'arrête jamais. Il devient plus sec, plus irrité, parfois trop calme, un calme qui sonne comme un effort, et dans ce changement, les enquêteurs voient une chose essentielle. Il ne se bat pas pour une vérité, il se bat pour une image. Ils reviennent à la question centrale sans la prononcer comme un verdict, ils la posent comme une simple logique. Comment expliquez-vous cette présence? Comment expliquez-vous cette incohérence? Comment expliquez-vous ce point précis? Et l'homme, à force d'être poussé dans les coins, commence à lâcher des fragments, pas une confession complète, pas un récit entier, mais des micro-aveux, des glissements, des phrases qui ne sont plus des dénégations, plutôt des justifications. Il dit peut-être qu'il a croisé, qu'il a vu, qu'il a parlé, qu'il a été là, qu'il n'a pas voulu, qu'il ne savait pas, et ces mots, même s'ils restent flous, ont un impact énorme, parce qu'ils brisent la barrière qu'il avait maintenue pendant un quart de siècle. Il n'est plus extérieur à l'événement, il est dedans. Et c'est là que le cold case révèle sa cruauté ultime. Car même quand un suspect tombe, même quand il vacille, même quand il se rapproche de l'aveu, il reste une question qui ne se laisse pas résoudre par des phrases. Qu'est-il arrivé exactement? Où est la vérité complète? Où est la fin? La justice peut arrêter un homme, elle peut prouver un mensonge, elle peut démontrer une présence, mais elle ne rend pas automatiquement ce qui a été arraché, elle n'offre pas automatiquement une réponse totale. Et cette frustration, dans les affaires anciennes, est un poison persistant. À l'extérieur, la nouvelle devient officielle. Les médias locaux s'emparent du nom, les réseaux se saturent de messages, de captures d'écran, d'anciens articles ressortis, et les titres claquent comme des coups de feu. Cold case relancé, arrestation surprise, choc dans la communauté, le suspect était sous leurs yeux, et ces mots, répétés, martelés, transforment une vie en symbole. La ville se divise, certains se sentent trahis, d'autres se sentent soulagés, d'autres encore se sentent coupables d'avoir douté des proches ou de n'avoir jamais douté de cet homme, et cette culpabilité diffuse devient une seconde enquête, une enquête intérieure, silencieuse, qui n'a pas de procès-verbal. Les proches de la victime, eux, reçoivent l'information comme on reçoit un coup au thorax, parce que l'arrestation n'est pas la fin, c'est un nouveau début, une nouvelle phase de douleur, une phase où l'espoir revient sous une forme étrange, presque dangereuse, car espérer après 25 ans, c'est risquer de perdre une seconde fois. Ils veulent des réponses, des lieux, des mots précis, mais le système ne leur donne que des procédures, des délais, des « nous ne pouvons pas commenter »,
et cette froideur institutionnelle, même nécessaire, a quelque chose de cruel pour ceux qui ont vécu un quart de siècle dans l'attente. Dans la salle d'entretien, l'homme continue de naviguer entre résistance et lâcher involontaire, et les enquêteurs comprennent que la vérité complète ne viendra pas comme un récit généreux, elle viendra comme un arrachement, un morceau après l'autre, et ils savent aussi qu'à ce stade, chaque mot prononcé peut devenir une arme, chaque silence peut devenir une stratégie, parce qu'un suspect pris dans un cold case n'est pas seulement face à la justice, il est face à l'effondrement de son personnage public, et parfois, cette perte-là est plus insupportable que la prison. La nuit tombe, et dans ce mélange de fatigue et de tension, une phrase finit par apparaître, peut-être à demi, peut-être sous forme de condition, peut-être comme une porte entr'ouverte. Il sait quelque chose, il peut dire quelque chose, mais pas comme ça, pas maintenant, pas sans garantie, pas sans contrôle, et cette phrase, même imparfaite, même frustrante, agit comme une étincelle dans l'équipe parce qu'elle confirme que l'histoire n'est plus un mur, elle est une porte qui a commencé à bouger. Le cold case est officiellement élucidé dans le sens administratif. Un suspect est arrêté, un faisceau d'indices existe, mais le cœur humain, lui, ne se satisfait pas des termes juridiques. Ce que la ville veut, ce que les proches veulent, ce que les enquêteurs eux-mêmes veulent au fond d'eux, c'est la vérité entière, la vérité qui ne laisse pas de trous, la vérité qui arrête les cauchemars. Et cette vérité-là, la plus précieuse, la plus douloureuse, n'a pas encore été déposée sur la table. Et tandis que l'homme est reconduit, tandis que les formulaires se remplissent, tandis que les téléphones vibrent dans toute la ville, une dernière tension s'installe, plus tranchante que toutes les autres, parce que le silence de 25 ans ne s'est pas brisé pour offrir une fin, il s'est brisé pour ouvrir une question encore plus lourde. Si le suspect était sous leurs yeux depuis le début, alors la réponse, elle aussi, était là quelque part, cachée dans un endroit banal, derrière une routine, derrière une porte ordinaire, et maintenant que cette porte a commencé à céder, il ne reste plus qu'une étape, la plus dangereuse, la plus intime, celle où la vérité cesse d'être une hypothèse et devient une scène, un lieu, un fait impossible à détourner. Et cette étape, ils le sentent tous, approche, avec la lenteur d'une condamnation et la précision d'un coup de scalpel. Et cette étape arrive toujours sans prévenir, même quand on la guette depuis des années, même quand on a consacré sa carrière à attendre ce moment précis, parce qu'entre le soupçon et la vérité, il y a un couloir étroit, un couloir rempli de silence, de procédures, de pièges, et c'est dans ce couloir que tout le monde retient son souffle, les enquêteurs, les proches, la ville entière, car maintenant que l'homme est tombé, maintenant qu'il est officiellement devenu le suspect, il reste là. Question la plus cruelle, la plus simple, celle qui brûle la gorge. Où est-elle? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et pourquoi, pendant 25 ans, personne n'a vu? Dans la salle d'entretien, la lumière reste la même, blanche, sans émotion, et pourtant l'air a changé. Parce que l'homme comprend qu'il n'est plus face à des questions, il est face à un mur de faits qui rétrécit sa marge de manœuvre. Et il tente encore, par réflexe, de tenir, de négocier, de contrôler, comme s'il pouvait encore écrire la fin à sa façon, mais le temps des versions trop propres est terminé. Et chaque phrase qu'il prononce ressemble maintenant à une corde. Soit elle le retient, soit elle se resserre. Il parle par fragments, d'abord, par allusion, comme si la vérité lui brûlait les lèvres, comme si la prononcer à voix haute allait déclencher une explosion, et dans ces fragments, il y a une chose qui apparaît, froide, glaçante, presque mécanique. Il n'a pas seulement profité du silence, il a construit, il a entretenu, et plus il avance, plus on comprend que le crime, quel qu'il soit dans ses détails, n'a jamais reposé sur la force brute ou sur la chance pure, mais sur un principe plus terrifiant, la confiance des autres, l'habitude, la proximité, l'idée qu'un visage familier ne peut pas être dangereux. Et quand enfin, après des heures, après des silences trop longs, après des questions répétées avec une patience tranchante, il lâche ce qu'il retenait, ce n'est pas une scène complète, ce n'est pas un récit généreux, c'est une direction, un endroit, un point sur une carte, un repère que l'on peut vérifier, et ce simple geste fait basculer l'affaire dans une autre réalité, parce que la justice aime les mots, mais elle se nourrit de lieux, et un lieu, c'est quelque chose qu'on peut toucher, mesurer, photographier, quelque chose qui transforme l'abstrait en concret. L'équipe se déploie sans théâtre, encore, toujours, parce qu'on ne gagne pas un cold case avec des coups d'éclat, on le gagne avec des pas précis, des gestes maîtrisés, et quand ils prennent la route vers cet endroit, la voiture roule dans un silence épais, celui des gens qui savent qu'ils approchent d'un moment irréversible, un moment qui, quoi qu'il arrive, ne réparera pas 25 ans d'attente, mais qui va changer la forme de cette attente pour toujours. Le lieu n'a rien d'exceptionnel, justement, et c'est là que le froid s'installe dans la colonne vertébrale, parce que le lieu ressemble à mille autres, un endroit banal, une zone que l'on traverse sans regarder, un espace que le quotidien a rendu invisible, et soudain, l'idée s'impose avec une violence sourde. Pendant 25 ans, la réponse a pu se trouver là, si proche, si banale, si parfaitement dissoute dans le décor que personne ne l'a reconnue comme une possibilité. Les équipes techniques travaillent avec une minutie qui frôle le rituel, parce qu'on ne touche pas au passé à main nue, on l'approche avec des gants, avec des procédures, avec cette prudence presque religieuse qui dit
On ne veut pas seulement savoir, on veut prouver. Et pendant que les outils se mettent en place, que les périmètres se dessinent, le monde extérieur commence à apprendre, à deviner, à sentir qu'il se passe quelque chose de plus grand que des rumeurs. Parce qu'un mouvement policier dans une petite ville n'est jamais neutre. Il devient une nouvelle, un signal, une onde. Les proches sont prévenus avec des mots soigneusement choisis. Parce qu'on ne peut pas annoncer ce genre de choses comme on annonce une information, on ne peut que préparer, dire qu'il y a une opération en cours, qu'il faut attendre, qu'on ne peut rien promettre. Et pourtant, derrière ces phrases, il y a une tension insupportable, parce que l'espoir, après 25 ans, n'est pas une lumière douce, c'est une lame. Elle peut guérir. Elle peut aussi ouvrir à nouveau tout ce qu'on croyait. Cicatrize. Et puis, il y a ce moment où tout se fige, pas parce que quelqu'un crie, pas parce qu'un drame éclate, mais parce que les gestes ralentissent, parce que les voix deviennent plus basses, parce que les regards se croisent sans mots, et on comprend alors que l'on vient de franchir une autre frontière, celle où l'enquête cesse d'être une hypothèse et devient une réalité matérielle. Et même sans détail, même sans image, la simple confirmation suffit à renverser une vie entière, parce qu'elle dit. Ce n'était pas une légende locale, ce n'était pas un mystère sans fin, c'était un fait enfoui, un fait réel. La nouvelle, quand elle sort, frappe la ville comme une déflagration froide. Pas un feu qui brûle vite, mais une glace qui se répand, car l'arrestation avait déjà choqué, mais la confirmation, elle, est autre chose, elle transforme l'histoire en certitude, et dans cette certitude, il y a une deuxième violence. Celle d'imaginer le temps perdu, les années de recherche, les routes parcourues, les espoirs brisés. Tout ce qui aurait pu être différent si quelqu'un avait posé la bonne question au bon moment. Les médias s'emparent de l'affaire avec la brutalité des titres, et les mots claquent, cold case élucidé, suspect arrêté, révélation, scandale, choc communautaire, et dans ces mots, on sent la fin du public, la fin de comprendre comment une telle chose a pu se produire si près, si longtemps, sans que personne ne voie, et au milieu de cette tempête, une vérité plus intime apparaît, plus douloureuse. L'homme n'était pas seulement là. Il était là dans le sens le plus cruel. Il était. Dans les conversations, dans les recherches, dans les regards, il était peut-être même parmi ceux qui consolaient, qui disaient « on va la retrouver ». Et cette pensée, à elle seule, donne envie de vomir, parce qu'elle transforme la solidarité en scène contaminée. La ville se divise, comme toujours, il y a ceux qui refusent, qui se disent impossible, pas lui, il était si normal, et il y a ceux qui se souviennent soudain de détails qu'ils avaient rangés dans un tiroir mental, une phrase étrange, une présence trop régulière, un geste trop contrôlé, et ces souvenirs reviennent comme des éclats, comme des coups de projecteur tardifs sur une scène déjà jouée, et chacun se retrouve à réécrire ses propres souvenirs, à se demander où il était, ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu, et surtout, pourquoi il n'a pas vu. Les enquêteurs, continuent, parce qu'un cold case élucidé dans les titres n'est pas encore un cold case résolu dans la justice, il faut des preuves, des chaînes, des cohérences, il faut que chaque étape tienne face à la défense, face aux délais, face aux arguments, et l'homme, désormais, n'est plus un voisin, il est un dossier vivant, un être humain enfermé dans un processus qui va l'écraser lentement, et dans ce processus, il tente encore de contrôler, de réduire, de se présenter comme autre chose que ce qu'il est devenu dans les regards publics. Mais la société ne lui laisse plus cette place, parce que l'affaire a dépassé son individu, elle est devenue une histoire collective, un avertissement, une leçon brutale sur la nature du mal. Le mal n'a pas toujours un masque effrayant, parfois il a un visage qu'on a salué, un visage qu'on a croisé au supermarché, un visage qu'on a invité à une fête, et c'est cette proximité qui traumatise plus que tout, parce qu'elle détruit la frontière confortable entre eux et nous. Le procès, même quand il arrive, même quand il met des mots officiels sur des années de silence, ne répare pas la sensation fondamentale de perte, parce que les proches ne veulent pas seulement un coupable, ils veulent une logique, une raison, une explication qui puisse faire tenir le monde debout. Et souvent, dans les affaires les plus sombres, la raison n'a rien d'une grande théorie. Elle est petite, basse, mesquine, et c'est précisément ce qui la rend insupportable. Dans les semaines qui suivent, la ville change, pas de manière spectaculaire, mais de manière intime, comme une maison après un cambriolage. Tout est à la même place, et pourtant, tout est différent. On regarde les rues autrement, on écoute les voisins autrement, on ferme les portes plus tôt, et même les journées ensoleillées ont une ombre au coin, parce que la confiance, une fois fissurée, ne revient jamais exactement comme avant. Les proches, eux, vivent un paradoxe cruel. Ils ont attendu 25 ans une réponse, et quand elle arrive, elle n'apporte pas la paix immédiate, elle apporte un nouveau cycle de douleur. Parce que connaître n'efface pas, connaître ne ramène pas, connaître ne fait que changer la forme du manque, et il y a des nuits où le silence semble encore plus lourd qu'avant, parce qu'avant, le silence contenait l'espoir, et maintenant, le silence contient la certitude. Et pourtant, au milieu de cette noirceur, il y a une chose qui subsiste, fragile, presque invisible, mais réelle. La fin de l'errance, la fin de cette question qui tournait dans l'air comme un poison, la fin de cette sensation que la ville avait été abandonnée à un mystère sans réponse, parce que malgré tout, malgré la lenteur, malgré les erreurs, malgré les années perdues, la vérité a fini par remonter,
et cette remontée, même tardive, même imparfaite, est une rupture dans l'impunité. Le cold case est désormais élucidé, administrativement, médiatiquement, mais dans les esprits, il reste un écho, parce que l'histoire ne se ferme pas avec une signature ou une condamnation, elle se ferme quand les vivants parviennent à porter le poids sans qu'il les écrase. Et ce travail-là est long, il ne se mesure pas en jour ni en audience, il se mesure en anniversaire, en moment de calme soudain envahi par un souvenir. En regard perdu au détour d'une rue. On dit souvent, après ce genre d'affaires, que le suspect était sous leurs yeux, et la phrase, répétée, martelée, finit par ressembler à un slogan. Mais quand on la prononce ici, elle n'a rien d'une formule, elle a la densité d'un cauchemar. Parce qu'elle signifie que le danger n'a pas frappé de loin, il a frappé de près, il a vécu au même rythme, il a respiré le même air, et cette prise de conscience est une cicatrice collective. Alors, quand la ville retombe dans son quotidien, quand les caméras s'éloignent, quand les titres cessent de tourner, il reste les rues, les maisons, les gens, et il reste surtout cette sensation difficile à chasser. La vérité n'était pas cachée au bout du monde, elle était là, tapie dans l'ordinaire, protégée par la confiance, et c'est cela, au fond, qui fait de ce col de case une histoire qui ne s'éteint jamais complètement, même élucidée. Parce qu'elle laisse derrière elle une question qui flotte, silencieuse, comme une dernière ombre. Combien d'autres vérités, aujourd'hui, se tiennent encore là, à quelques pas, sous nos yeux, en attendant que le temps cesse enfin de les protéger.